La fiancée du millionnaire planifie un empoisonnement jusqu'à ce que la femme de ménage. Inscrivez-vous à la chaîne et commentez d'où vous regardez. Le vent glacial de juillet soufflait à travers les fenêtres du manoir à Belvédère, l'un des quartiers les plus huppés de Paris, portant avec lui le parfum des lilas qui fleurissaient dans les jardins bien entretenus de la région. Juliette Dupont, 52 ans, ajusta son tablier blanc sur son uniforme bleu marine et prit une profonde inspiration, essayant de calmer les nerfs qui l'accompagnaient depuis son arrivée dans cette maison imposante 3 semaines plus tôt. La cuisine, où elle travaillait, était un rêve pour toute femme au foyer. Des plans de travail en granit noir absolu, des appareils électroménagers importés qu'elle touchait encore avec précaution, et un îlot central où elle pouvait préparer les repas avec tout l'espace nécessaire. Les casseroles en acier inoxydable reflétaient la lumière jaunie des suspensions au-dessus du plan de travail, créant une ambiance à la fois accueillante et intimidante. « Madame Juliette, la famille est déjà dans la salle à manger », annonça Camille, la femme de ménage qui travaillait dans la maison depuis plus de 10 ans. C'était une femme mince, d'une quarantaine d'années, avec des cheveux toujours attachés en un chignon serré et des yeux qui semblaient voir tout ce qui se passait dans ce manoir. Mademoiselle Victoire a demandé du jus de fruits de la passion pour elle et pour Marianne. Juliette hocha la tête, s'essuyant les mains sur le torchon brodé qu'elle avait reçu de l'ancienne patronne. Victoire Moreau était entrée dans la vie de Richard Lefebvre, le propriétaire de la maison, il y a environ 7 mois, et depuis lors, la routine de la famille avait complètement changé. Elle était une femme élégante, de 35 ans, toujours bien habillée avec des vêtements de créateur, des cheveux blonds parfaitement coiffés et des ongles impeccables. Elle parlait avec une douceur étudiée qui faisait baisser la garde de quiconque. En préparant le jus, Juliette ne pouvait pas se défaire de la conversation qu'elle avait entendue plus tôt entre Victoire et quelqu'un au téléphone. La voix de la femme avait complètement changé lorsqu'elle pensait être seule dans la bibliothèque, froide, calculatrice, discutant de délais et de solutions définitives. Lorsqu'elle s'était rendue compte qu'elle était observée, Victoire était immédiatement revenue à son ton mielleux habituel. « Tante Juliette, mon père a dit qu'il y a de la mousse au chocolat au dessert aujourd'hui », s'exclama Marianne, apparaissant à la porte de la cuisine comme un petit oiseau. À 9 ans, c'était une fille maligne, avec des cheveux châtains bouclés qui s'échappaient toujours des barrettes et de grands yeux expressifs qui rappelaient beaucoup ceux de sa mère décédée. Elle portait une robe rose à pois blancs et des baskets roses, irradiant une énergie qui contrastait avec l'atmosphère pesante qui planait sur la maison depuis l'arrivée de Victoire. « C'est exact, ma petite fleur, elle est déjà bien fraîche, comme tu aimes », répondit Juliette, caressant le visage de la fillette avec tendresse. Depuis le premier jour, elle avait ressenti une connexion spéciale avec Marianne. Peut-être était-ce l'instinct maternel qu'elle avait développé en élevant seule ses 3 enfants, ou la façon dont l'enfant cherchait de l'affection et de l'attention qu'elle ne recevait pas en quantité suffisante depuis la perte de sa mère. Richard Lefebvre était un homme de 45 ans, propriétaire d'une chaîne de 5 cliniques médicales réparties dans la région parisienne. Grand, avec des épaules larges et des cheveux grisonnants aux tempes, il avait un air fatigué de quelqu'un qui portait le poids de nombreuses responsabilités. Après avoir perdu sa femme, Hélène, lors d'une opération ratée 2 ans auparavant, il s'était encore plus refermé sur son travail, laissant Marianne aux soins de nourrice et de domestique. « Juliette, peux-tu servir le jus maintenant? Nous attendons », dit Victoire, apparaissant à la porte de la cuisine, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Elle était vêtue d'une robe noire moulante qui mettait en valeur sa silhouette, et le parfum français qu'elle portait était si fort qu'il atteignait la cuisine avant elle-même. « Bien sûr, madame, il est prêt, » répondit Juliette, plaçant les 3 verres en cristal sur un plateau en argent. Le jus avait une couleur rosée appétissante, mais quelque chose à son sujet la dérangeait. Elle ne pouvait pas identifier quoi,
mais il y avait une odeur légèrement différente, presque imperceptible, qui n'était pas caractéristique du fruit. En marchant vers la salle à manger, Juliette observa la décoration raffinée de la maison. Des tableaux d'artistes parisiens au mur, des meubles en acajou qui semblaient avoir été hérités de générations, et des cristaux qui reflétaient la lumière dorée des lustres. Tout respirait la tradition et le bon goût, un héritage de la famille Lefebvre qui remontait au temps glorieux de l'exploitation minière en Provence. Dans la salle à manger, Richard était assis à la tête de la table en acajou, manipulant distraitement son téléphone portable, tandis que Marianne jouait avec sa fourchette, poussant les légumes sautés d'un côté à l'autre de son assiette. L'ambiance était éclairée par un lustre en cristal qui projetait des reflets colorés sur les murs recouverts de papier peint classique. « Enfin !» soupira Victoire, tendant la main pour prendre le verre dès que Juliette s'approcha. « J'avais tellement soif. Et Marianne aussi, n'est-ce pas, chérie ?» La fillette murmura simplement un oui à voix, basse, sans quitter son assiette des yeux. Juliette remarqua qu'elle semblait plus silencieuse que d'habitude, presque apathique. Au cours des dernières semaines, elle avait remarqué que Marianne était plus pâle, avec moins d'énergie pour jouer, et se plaignait souvent de maux de tête. En remettant le premier verre à Victoire, Juliette ressentit un frisson inexplicable lui parcourir l'échine. C'était le même pressentiment qu'elle avait eu des années auparavant, lorsque son fils aîné, Théo, avait commencé à fréquenter de mauvaises compagnies. Une voix intérieure criait que quelque chose n'allait pas. « Merci, Juliette, tu peux laisser les autres verres là sur la table », dit Richard sans lever les yeux de son téléphone. Il était visiblement stressé, avec de profondes cernes et les mains légèrement tremblantes. Juliette savait qu'il avait augmenté la dose des tranquillisants prescrits par le psychiatre, Dr Auguste Martin, un homme qui visitait la maison avec une fréquence suspecte. Au moment où elle se préparait à remettre le deuxième verre à Marianne, Juliette fut prise d'une urgence inexplicable. Ses mains, qui avaient porté des plateaux pendant des décennies, sans un seul accident, commencèrent à trembler. Un verre glissa de ses doigts, comme s'il avait une vie propre, se brisant sur le sol en marbre, avec un fracas qui résonna dans toute la pièce. « Oh mon Dieu! Désolé, monsieur Richard! Désolé, madame Victoire! Je ne sais pas ce qui m'a pris !» s'exclama Juliette, s'agenouillant immédiatement pour ramasser les morceaux. Son cœur battait la chamade, mais il y avait une étrange sensation de soulagement, comme si elle avait fait exactement ce qu'elle devait faire. Victoire se leva brusquement de sa chaise, le visage contracté dans une expression de colère qu'elle tenta rapidement de dissimuler. « Ce n'est pas grave, Juliette, les accidents arrivent, » dit-elle, mais son ton avait perdu toute la douceur précédente. « Marianne peut boire de l'eau, pas besoin de jus. Non, laisse-moi faire un autre jus rapidement, » insista Juliette, tout en ramassant les morceaux. « La petite doit bien se nourrir. »« J'ai dit qu'elle n'en avait pas besoin, » rétorqua Victoire, plus fort qu'elle ne l'avait prévu. Richard leva enfin les yeux de son téléphone, fronçant les sourcils. « Calme-toi, Victoire, ce n'est qu'un jus, » dit-il, confus par la réaction disproportionnée de sa fiancée. « Juliette, laisse les morceaux pour plus tard. Camille peut nettoyer ça. » Marianne observait tout en silence, les yeux écarquillés. Juliette croisa le regard de la petite et y vit un mélange de soulagement et de gratitude qui confirma son intuition. Quelque chose n'allait vraiment pas dans cette maison. Ce soir-là, après avoir terminé les tâches de la cuisine, Juliette monta dans la petite chambre à l'arrière de la maison qui lui avait été attribuée. C'était un endroit simple mais confortable, avec un lit simple, une armoire en bois et une fenêtre donnant sur le jardin arrière. Elle s'assit sur le lit et prit le carnet où elle notait les recettes préférées de la famille. Sur une page blanche, elle écrivit la date et commença à enregistrer tout ce qu'elle avait observé. L'odeur étrange dans le jus, la réaction exagérée de Victoire, la pâleur croissante de Marianne, les médicaments de plus en plus forts de Richard. Elle ne savait pas encore ce que ces informations signifiaient, mais son instinct de mère lui disait qu'un jour, elle serait importante. Dehors,
Le vent de juillet continuait à souffler à travers les arbres du belvédère, chuchotant des secrets qui restaient à découvrir. Essayez à nouveau. La cuisinière qui a sauvé un héritage, une histoire de courage, silencieux, secret dangereux et amour inattendu. Par une froide nuit de juillet, dans un élégant manoir du quartier du Belvédère à Paris, l'arôme de romarin frais envahissait la cuisine lorsque la nouvelle cuisinière de la famille remarqua quelque chose. Le mois d'août arriva avec les vents secs typiques de l'hiver parisien, et avec eux une série d'incidents qui rendaient Juliette de plus en plus inquiète. C'était un samedi matin lorsque le premier accident se produisit, marquant le début d'un schéma qu'elle ne pourrait identifier que des semaines plus tard. Marianne s'était réveillée avec une éruption cutanée qui couvrait ses bras et son visage, de petites taches rouges qui démangeaient intensément et faisaient pleurer la petite de désespoir. Docteur Henri Dupuis, le pédiatre de la famille, fut appelé en urgence et diagnostiqua une réaction allergique sévère, probablement causée par un médicament. « Mais comment est-ce possible ?» demanda Richard, visiblement inquiet, tenant la main de sa fille, qui ne cessait de se gratter. Ils étaient dans le salon où le médecin avait improvisé une consultation. Le soleil du matin pénétrait par les fenêtres en verre taillé, créant des reflets dorés sur les meubles en acajou. « Ces choses peuvent arriver, Richard », répondit docteur Henri, un homme petit et corpulent d'une 60aine d'années, avec une barbe grise bien taillée. Parfois, un enfant développe une allergie à des médicaments qu'il prenait auparavant. L'important est de suspendre immédiatement le sirop contre la toux qu'elle prenait. Juliette, qui avait été appelée pour préparer une tisane apaisante, fronça les sourcils. Elle-même avait séparé les médicaments de la petite la veille, suivant rigoureusement les instructions qui figuraient sur la boîte organisatrice. Le sirop que Marianne prenait était le même que d'habitude, celui qu'elle utilisait depuis des mois, sans aucun problème. « Victoire, tu as touché aux médicaments de Marianne hier soir ?» demanda Richard, se tournant vers sa fiancée qui était assise élégamment dans le fauteuil en cuir, portant un ensemble de survêtements beige d'Adidas qui coûtait plus que le salaire mensuel de Juliette. « Bien sûr que non, mon amour, » répondit Victoire avec naturel, mais Juliette remarqua comment ses doigts tambourinaient nerveusement sur le bras du fauteuil. « Tu sais que je ne touche pas aux médicaments de Marianne. C'est ta responsabilité. » « Je sais, » murmura Richard, passant la main dans ses cheveux grisonnants. « Ça doit être ma distraction. Je suis très stressé par les problèmes à la clinique de Buritis. » Docteur Henri prescrivit un antihistaminique et recommanda un repos absolu. Après son départ, Juliette accompagna Marianne jusqu'à sa chambre, un endroit douillet décoré dans des tons de rose et de blanc, avec un lit de princesse, des étagères pleines de livres pour enfants et des peluches éparpillées dans tous les coins. Les murs étaient couverts de dessins que la petite avait réalisés, et une grande fenêtre offrait une vue sur le jardin arrière. « Tante Juliette, je n'ai pas pris de médicaments différents, » murmura Marianne, tenant la poupée de chiffon que sa mère lui avait offerte avant de mourir. « Je prends toujours le même, ce petit sirop sucré. »« Je sais, ma... »« est petite, » répondit Juliette, ajustant la couverture sur la petite. « Parfois, ces choses arrivent. L'important est que tu ailles mieux. » Mais en réalité, Juliette était loin de croire qu'il s'agissait simplement d'une coïncidence. Cette même nuit, lorsque tout le monde dormait, elle descendit à la cuisine et examina soigneusement la boîte de médicaments de Marianne. Utilisant une petite lampe de poche pour ne pas allumer les lumières, elle découvrit que le sirop contre la toux avait été échangé contre un autre similaire, mais de marques différentes, un qui contenait un composant auquel la petite était allergique, comme l'indiquait son dossier médical collé sur la porte du réfrigérateur. Une semaine plus tard, ce fut au tour de l'accident dans l'escalier. Marianne était descendue pour prendre son petit déjeuner lorsqu'elle glissa sur les marches en marbre, se cognant le genou et éraflant son coude. Victoire, qui était censée surveiller la situation, la descente de la petite fille, elle a prétendu s'être distraite un instant pour répondre au téléphone.
Mon Dieu, Marianne, comment as-tu réussi à glisser ?» s'exclama Victoire, courant pour secourir l'enfant qui pleurait au bas de l'escalier. « Je t'avais dit de descendre doucement. » Juliette, qui était dans la cuisine en train de préparer le café du matin, a entendu le bruit et a couru dans le salon. Elle a trouvé Marianne par terre, avec le genou ensanglanté, et Victoire à ses côtés, semblant sincèrement inquiète. Richard était parti tôt pour l'hôpital et n'avait pas été témoin de l'incident. « Laisse-moi voir, ma fille, » dit Juliette, s'agenouillant pour examiner les blessures. Ce n'étaient que des égratignures superficielles, mais le genou avait frappé durement la marche. En nettoyant les blessures avec de l'eau oxygénée, elle remarqua quelque chose d'étrange. Il y avait une substance huileuse, presque imperceptible, sur les 3 premières marches de l'escalier. « Tante, j'ai senti que mon pied a glissé, comme si c'était du savon, » murmura Marianne, encore en sanglots. « Du savon ? Ça ne peut pas être ça, ma chérie. Camille a nettoyé l'escalier hier soir avec le produit habituel, » répondit Victoire rapidement. « Tu as dû poser ton pied de travers. » Plus tard, lorsque Camille est arrivée pour travailler, Juliette l'a cherchée dans la buanderie. C'était un petit espace, mais fonctionnel, avec des machines à laver et à sécher importées, des étagères organisées avec des produits de nettoyage et une fenêtre donnant sur le jardin arrière. « Camille, tu as nettoyé l'escalier hier soir ?» demanda Juliette, feignant de ranger quelques serviettes sur l'étagère. « Oui, Madame Juliette, comme toujours, juste avec un chiffon humide et du détergent neutre. » Pourquoi cette question? Marianne a glissé ce matin. Elle a dit qu'elle avait senti comme si c'était du savon. Camille fronça les sourcils, ses mains s'arrêtant de plier les vêtements. C'était une femme observatrice, qui s'occupait de cette maison avec le soin de celle qui la considère comme sa propre famille depuis 10 ans. « C'est vraiment étrange, Madame Juliette. Je n'utilise jamais de savon sur l'escalier, justement pour éviter les accidents. Et hier soir, quand j'ai terminé le nettoyage, l'escalier était bien sec. As-tu vu qui d'autre est passé par là après? Eh bien, je suis parti vers 8 heures du soir. Mais avant de partir, j'ai vu Madame Victoire descendre vers la cuisine. Elle a dit qu'elle allait chercher un verre d'eau. » Les 2 femmes se sont échangées un regard, une compréhension mutuelle passant entre elles sans besoin de mots. Toutes 2 avaient remarqué des changements subtils dans la maison depuis l'arrivée de Victoire, mais aucune d'elles n'osait verbaliser ses soupçons. Le 3e incident s'est produit 2 semaines plus tard, pendant le déjeuner du dimanche. La famille s'était réunie dans la salle à manger pour savourer un délicieux poulet rôti au gombo que Juliette avait préparé, accompagné de riz au péki et de farofa à la banane. Des plats typiques de la cuisine provençale que Richard adorait et qui lui rappelaient son enfance à la ferme familiale. Marianne avait mangé normalement, même complimenté l'assaisonnement spécial que Juliette avait mis dans le poulet. Mais environ 1 heure après le déjeuner, elle a commencé à se sentir mal, nausées, vomissements et une diarrhée qui l'a laissée faible et déshydratée. « Ça doit être quelque chose qu'elle a mangé », dit Victoire, tenant un chiffon humide sur le front de la petite fille qui était allongée sur le canapé du salon. Peut-être que le poulet n'était pas bien conservé. Juliette se sentit comme si elle avait reçu un coup de poing dans l'estomac. En plus de 20 ans de cuisine, elle n'avait jamais servi de la nourriture avariée. Elle vérifiait toujours la date de péremption de tous les ingrédients, sentait les viandes avant de les assaisonner, suivait toutes les règles d'hygiène et de conservation qu'elle avait apprises de sa impropre mère. « Le poulet était frais, madame, » dit-elle, essayant de garder son calme. « Je l'ai acheté hier à l'heure du déjeuner à la boucherie de monsieur Joachim, celle que la famille utilise toujours. »« Je ne doute pas de toi, Juliette, » répondit Victoire avec un sourire condescendant. « Mais parfois, ces choses arrivent. Peut-être que le réfrigérateur ne fonctionne pas correctement. » Richard, qui avait mangé exactement la même nourriture sans ressentir quoi que ce soit, emmena Marianne à l'hôpital par précaution.
Les médecins diagnostiquèrent une intoxication alimentaire légère et prescrivirent du sérum maison et un régime liquide pendant 2 jours. Cette nuit-là, après que tout le monde se soit retiré, Juliette descendit à la cuisine pour vérifier le réfrigérateur. Il fonctionnait parfaitement, à la température idéale. Elle examina tous les ustensiles qu'elle avait utilisés pour préparer le déjeuner, tous impeccablement propres. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose qui la fit frémir. Le pot d'assaisonnement spécial qu'elle avait préparé pour le poulet était légèrement déplacé de l'endroit où elle le rangeait toujours. Elle prit le pot et sentit le contenu. En plus des assaisonnements normaux, ail, oignon, sel, poivre noir, safran et herbes fines, il y avait une odeur étrange, presque imperceptible, qu'elle ne pouvait pas identifier. C'était quelque chose de chimique, différent de tout assaisonnement ou conservateur qu'elle connaissait. Le cœur battant, Juliette chercha dans le placard un produit de nettoyage qui aurait pu accidentellement tomber dans l'assaisonnement. Elle ne trouva rien d'anormal. Mais en ouvrant le tiroir où Victoire gardait ses médicaments contre les maux de tête, elle trouva un petit flacon, presque vide, d'un médicament qu'elle ne connaissait pas. L'étiquette était partiellement enlevée, mais on pouvait encore lire « Laxatif naturel concentré ». Elle s'assit sur le tabouret de l'îlot de la cuisine, les jambes tremblantes. Ce n'était plus une coïncidence, ça ne pouvait pas être. Quelqu'un faisait délibérément du mal à Marianne, et toutes les preuves pointèrent vers Victoire. Elle rouvrit le carnet où elle notait les recettes et sur une nouvelle page commença à écrire d'une main tremblante « Août, jour 12, allergie aux médicaments. Jour 19, glissade dans l'escalier, substance huileuse. Jour 26, intoxication alimentaire, assaisonnement altéré avec laxatif. » Elle ferma le carnet et le cacha au fond du tiroir des ustensiles, derrière les moules à Brigadeiro. Elle ne savait pas encore quoi faire de ces informations, mais une chose était claire, elle devait être encore plus vigilante. La vie de Marianne pouvait en dépendre. Dehors, le vent d'août continuait de souffler dans les rues de Montmartre, emportant avec lui les sombres secrets de ce manoir apparemment parfait. Septembre arriva avec les premières fleurs des cerisiers, en fleurs s'épanouissant dans les rues de Paris, annonçant l'approche du printemps. C'était le mois de l'anniversaire de Marianne qui aurait eu 10 ans le 15, et toute la maison était en émoi avec les préparatifs de la fête. Victoire avait insisté pour organiser une célébration grandiose dans le jardin de la villa, avec une décoration professionnelle, un buffet complet et une liste d'invités qui incluait les familles les plus influentes de Montmartre. « Je veux que ce soit une fête inoubliable », disait Victoire au téléphone avec l'entreprise d'événements, marchant d'un côté à l'autre dans le salon tout en gesticulant de manière dramatique. Elle portait un ensemble en lin blanc qui mettait en valeur son bronzage artificiel et des chaussures à talons qui faisaient un bruit caractéristique sur le sol en marbre. La petite mérite le meilleur, n'est-ce pas? Juliette observait de loin, feignant de ranger les vases de fleurs du salon, mais prêtant attention à chaque mot. Il y avait quelque chose dans la façon dont Victoire parlait de Marianne, toujours la petite, jamais par son nom, jamais avec une véritable tendresse dans la voix. C'était comme si elle parlait d'un objet, non d'une enfant qui serait bientôt sa belle-fille. Marianne, pour sa part, ne montrait pas beaucoup d'enthousiasme pour les préparatifs. Elle était assise par terre dans le salon de télévision, jouant distraitement avec ses crayons de couleur, dessinant dans un cahier qu'elle avait reçu de l'école. Ses joues, autrefois potelées et roses, étaient maintenant plus maigres, et il y avait des cernes discrètes sous ses grands yeux expressifs. « Tante Juliette, tu vas faire mon gâteau d'anniversaire ?» demanda la petite, levant les yeux de son dessin. Je voulais tellement ton gâteau de maïs avec glaçage au chocolat, exactement comme celui que maman faisait. « Bien sûr, ma chérie, » répondit Juliette, s'asseyant par terre à côté de l'enfant. « Ce sera le plus délicieux que tu aies jamais mangé. Tu peux en être sûre. »« Madame Victoire a engagé un buffet complet, ma chérie, » interrompit-elle, ayant terminé l'appel et s'approchant d'elle. « Il y aura un magnifique gâteau de 3 étages, décoré de chantilly roses et de fleurs en sucre. Pas besoin de faire travailler Juliette. »
Mais je veux le gâteau de tante Juliette, insista Marianne, avec l'entêtement typique d'une enfant de 9 ans. Son gâteau est meilleur. Victoire força un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. D'accord, alors, tu peux faire 2 gâteaux, un pour la décoration et un autre pour manger. Cet après-midi-là, pendant que Victoire sortait pour régler les derniers détails de la fête, Juliette en profita pour faire un grand nettoyage dans le bureau de Richard. C'était un environnement masculin et traditionnel, avec des étagères en bois remplies de livres de médecine et d'administration, une ancienne table en acajou, héritée de son grand-père, et des cadres avec des diplômes et des certificats attestant du succès professionnel de la famille Lefebvre. En nettoyant le tiroir du bureau, où Richard gardait des documents personnels, Juliette trouva quelque chose qui la fit s'arrêter immédiatement. Des relevés bancaires d'un compte qu'elle ne connaissait pas, au nom de Victoire Moreau. Les feuilles étaient effroissées, comme si elles avaient été jetées à la poubelle puis récupérées. Avec les mains tremblantes, elle examina les documents. Les chiffres étaient alarmants. Des dettes de plus de 200 000 € dans des maisons de jeux en ligne, des prêts auprès de prêteurs connus de la région métropolitaine et une dette croissante qui semblait avoir commencé des mois avant que Victoire ne rencontre Richard. Il y avait aussi des preuves de transfert vers un cabinet d'avocats spécialisé en droit des successions. Dupont, un associé. Un nom qu'elle avait reconnu dans les nouvelles pour être impliqué dans des scandales de disputes familiales. « Que fais-tu ici ?» La voix froide de Victoire fit sursauter Juliette, qui laissa tomber les papiers au sol. La femme était debout dans l'embrasure de la porte du bureau, avec une expression que Juliette n'avait jamais vue auparavant, dangereuse, calculatrice, dépouillée de tout masque de douceur. « Je faisais le ménage, madame », balbutia Juliette, s'agenouillant rapidement pour ramasser les documents. « Désolé, je ne voulais pas toucher à quoi que ce soit d'important. » Victoire entra dans le bureau et ferma la porte derrière elle. Le clic de la serrure résonna dans l'environnement silencieux, comme un coup de feu. Elle s'approcha de Juliette qui était encore au sol et la fixa avec des yeux qui semblaient 2 lames aiguisées. « Juliette, tu es une employée, très efficace, » dit-elle d'une calme terrifiante, « et j'aime les employés qui savent rester à leur place, qui comprennent la différence entre nettoyer une maison et s'immiscer dans des affaires qui ne les concernent pas. »« Oui, madame, je comprends, » répondit Juliette, se levant avec difficulté. Ses jambes étaient tremblantes et son cœur battait si fort qu'elle était sûre que Victoire pouvait l'entendre. « J'espère vraiment que tu comprends. Parce que ce serait très mauvais si tu commençais à répandre des rumeurs sur des papiers que tu as trouvés ici. Des personnes mal intentionnées pourraient mal interpréter, n'est-ce pas? Elles pourraient même suggérer qu'une employée était, comment dire, en train de s'approprier des informations privées pour faire chanter ses employeurs. » La menace était cristalline. Juliette déglutit et hocha la tête, mais à l'intérieur, elle ressentait un mélange de peur et de détermination grandissant. Cette femme la menaçait clairement, ce qui ne faisait que confirmer ses soupçons que quelque chose de très sérieux se passait. « Tu peux continuer ton travail, » dit Victoire, ouvrant la porte. « Et Juliette, je pense qu'il vaut mieux que tu ne mentionnes pas notre petite conversation à Richard. Il est très stressé, il n'a pas besoin de se préoccuper. » De malentendus futiles. Après le départ de Victoire, Juliette termina le nettoyage avec des mains tremblantes. Elle ne pouvait pas se sortir de la tête les chiffres qu'elle avait vus sur les relevés. 200 000 €, c'était plus d'argent qu'elle ne pourrait jamais rassembler au cours de toute sa vie de travail. Quel genre de personne pouvait accumuler une dette de cette taille? Et pourquoi Victoire cherchait-elle un avocat spécialisé en succession? Cette nuit-là, après que tout le monde se soit retiré, Juliette descendit à la cuisine pour boire un verre d'eau. Il était presque minuit quand elle entendit des voix venant du salon. Elle reconnut immédiatement la voix de Victoire, mais il y avait une autre personne. Un homme qui parlait bas, avec un accent qu'elle ne pouvait pas identifier.
Elle s'approcha discrètement de la porte qui séparait la cuisine du salon, essayant d'écouter la conversation sans se faire prendre. « Tu ne peux plus retarder, disait l'homme. Mes clients perdent la... » Juliette soupira. « Tu as promis que tu aurais l'argent d'ici octobre. »« Je sais, Marcelo, » répondit Victoire, avec une anxiété dans la voix qui contrastait complètement avec sa posture habituelle. « Mais les choses sont plus compliquées que je ne l'imaginais. Le testament laisse tout à la petite, pas à lui. Alors change le testament. Tu n'as pas dit qu'il ferait tout ce que tu demandes ? Ce n'est pas si simple. Il peut être amoureux, mais il n'est pas idiot, et sa famille le surveille, surtout sa mère. La vieille n'a jamais aimé. » Il y eut une pause, et Juliette entendit le bruit d'un briquet et l'odeur de cigarette arriver jusqu'à la cuisine. « Écoute, Victoire, tu as deux options. Soit tu accèdes à l'argent de la petite, soit tu devras trouver un autre moyen de régler tes dettes. Mes clients ne sont pas connus pour leur patience. » Et si quelque chose arrivait à l'enfant ?» demanda Victoire, d'une froideur qui fit glacer le sang de Juliette. « Un accident, peut-être ? Dans ce cas, l'héritage ne passerait-il pas automatiquement au père ? Cela dépend de la manière dont le testament a été rédigé, » répondit l'homme, apparemment peu dérangé par la nature de la question. « Mais généralement, oui. En l'absence de l'héritier principal, les biens passent au conjoint survivant ou aux parents le plus proche. Et si le père avait aussi un accident par la suite, alors tu aurais un accès total. Mais Victoire, tu parles de choses très dangereuses. Ce n'est plus seulement une question d'argent. »« Je sais ce que je fais, Marcelo. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps. » Juliette entendit des pas s'approcher de la cuisine et courut silencieusement vers les escaliers de derrière, montant dans sa chambre avec le cœur battant. Elle ferma la porte et s'assit sur le lit, les mains tremblant tellement qu'elle avait du mal à tenir le carnet où elle notait ses observations. D'une écriture irrégulière, elle écrivit « Septembre, jour 10. Victoire doit beaucoup d'argent à des prêteurs sur gage. Elle a parlé à un homme d'accident avec Marianne et Richard. Elle veut l'héritage de la petite. » Elle ferma le carnet et le cacha sous le matelas. Maintenant, elle en était certaine. Marianne était en danger mortel, et elle était la seule à le savoir. Le poids de cette responsabilité pesait sur ses épaules comme une montagne. Dehors, une chouette ulula dans la froideur de septembre, comme si c'était un avertissement sinistre de ce qui allait arriver. 2 jours plus tard, lors des préparatifs finaux pour la fête d'anniversaire, Juliette fit une découverte qui confirma ses pires craintes. En nettoyant les toilettes, elle trouva dans la poubelle une boîte vide d'un médicament appelé sirop de l'érable, un sirop utilisé pour induire des vomissements en cas d'intoxication. La fête serait samedi. Il ne restait que 3 jours. Le samedi 15 septembre, le jour se leva avec un ciel bleu impeccable et une température agréable qui promettait une journée parfaite pour la fête dans le jardin. Depuis 7 heures du matin, l'équipe de décoration travaillait frénétiquement à transformer le jardin de la maison en un décor de conte de fées, avec des arches de fleurs colorées, des tables rondes couvertes de nappes roses et dorées et une petite scène où se produirait un groupe de clowns spécialement engagés pour l'occasion. Juliette observait tout le mouvement par la fenêtre de la cuisine, tout en préparant le gâteau de maïs que Marianne avait demandé. Ses mains travaillait automatiquement, séparant les œufs, tamisant la farine, mesurant le sucre. Mais son esprit était en alerte constante. Elle avait mal dormi ces dernières nuits, tourmentée par la conversation qu'elle avait entendue entre Victoire et l'homme mystérieux. « Tante Juliette, puis-je lécher le bol ?» demanda Marianne, apparaissant dans la cuisine vêtue d'un pyjama de licorne. Même si c'était son anniversaire, la petite ne montrait pas la joie typique d'un enfant sur le point de fêter ses 10 ans. Ses cernes semblaient plus profondes, et il y avait une profonde tristesse dans ses yeux qui brisait le cœur de Juliette. « Bien sûr, ma petite fleur, » répondit Juliette, lui tendant le bol avec les restes de la pâte sucrée. « Et alors, tu es impatiente pour ta fête ?» Marianne haussait les épaules, léchant la cuillère avec peu d'enthousiasme. « Je suppose que oui. Mais
Il y aura beaucoup de gens que je ne connais même pas. Victoire a invité les enfants de ses amis, et ils sont tous plus vieux que moi. Et tes camarades de l'école? Ah, eux aussi viendront. Mais Victoire a dit qu'ils ne peuvent pas rester trop longtemps parce que la fête est élégante, dit Marianne, faisant des guillemets avec ses doigts. Tante, penses-tu que maman aurait aimé cette fête? Juliette sentit son cœur se serrer. Héléna Lefebvre avait été une femme simple et affectueuse, qui préférait les réunions familiales intimes aux grands événements sociaux. Elle aurait certainement organisé une fête bien différente pour sa fille. Ta maman voulait que tu sois heureuse, ma chérie, et je suis sûr que, où qu'elle soit, elle espère que tu auras une journée merveilleuse, dit Juliette, caressant les cheveux bouclés de la petite. Vers 2 heures de l'après-midi, les premiers invités commencèrent à arriver. Le jardin se remplit d'environ 40 personnes, des familles du quartier, des collègues de travail de Richard et quelques enfants de l'école de Marianne. Victoire circulait parmi les groupes, vêtue d'une robe midi à fleurs de créateur, les cheveux parfaitement coiffés et un maquillage impeccable, jouant le rôle de la belle-mère dévouée avec une maîtrise théâtrale. Marianne grandit si vite, commentait-elle avec les autres mères. Parfois, je pense qu'elle me voit comme une seconde mère, n'est-ce pas, ma chérie, disait-elle, tirant la petite près d'elle avec un câlin qui ressemblait plus à une prison. Richard, portant une chemise polo bleu marine et un pantalon chino beige, essayait de maintenir la cordialité avec les invités. Mais Juliette remarqua qu'il semblait plus distrait que d'habitude. Ses mains tremblaient légèrement en saluant les gens, et elle le vit discrètement avaler 2 comprimés qu'il avait sortis d'un flacon dans sa poche. La fête suivait son programme parfaitement organisé. Présentation des clowns, jeux dirigés, et enfin arriva le moment du joyeux anniversaire. Le gâteau de 3 étages fut apporté dans une table à roulettes, provoquant des exclamations d'admiration parmi les invités. C'était vraiment impressionnant, couvert de chantilly roses et décoré de fleurs en sucre et de petites ballerines. Et il y a aussi celui-ci, fait spécialement par notre chère Juliette, annonça Victoire, en désignant le gâteau de maïs simple qui se trouvait sur une table latérale. Marianne a demandé spécialement, n'est-ce pas, chérie? Le ton de sa voix était doux, mais Juliette remarqua la subtile humiliation dans la manière dont Victoire présenta son gâteau fait maison à côté de l'œuvre d'art professionnelle. Certains invités regardèrent avec condescendance la création simple de Juliette, mais Marianne courut vers elle. « C'est mon vrai gâteau !» s'exclama la petite fille en étreignant Juliette par la taille. « Il ressemble exactement à celui que maman faisait. » Après avoir chanté « Joyeux anniversaire » et que Marianne ait soufflé ses 10 bougies, le goûter fut servi, des amuse-bouches raffinés, des sandwichs au saumon, des mini-quiches et des jus naturels. Juliette circulait entre les tables, aidant les serveurs, engagée et maintenant tout organisée, mais ses yeux ne quittaient jamais Marianne. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose d'étrange. Victoire s'était approchée de la table où se trouvaient les morceaux du gâteau de maïs et, lorsqu'elle pensa que personne ne regardait, elle sortit un petit flacon de sa poche. Avec des mouvements rapides et précis, elle versa quelques gouttes d'un liquide transparent sur le morceau réservé à Marianne, une plus grande part, avec plus de glaçage, marquée par un petit pic décoratif spécial. Le sang de Juliette se glaça. Dans un élan, elle renversa accidentellement le plateau de gobelets, jetable qu'elle portait, créant une distraction bruyante qui fit tourner tous les invités vers elle. « Oh mon Dieu, désolée pour le bruit !» s'exclama-t-elle, feignant le désespoir en se baissant pour ramasser les gobelets. Dans la confusion qui suivit, elle réussit à échanger discrètement le morceau empoisonné contre un autre, cachant la part suspecte dans un serviette à l'intérieur de la poche de son tablier. « Quel bazar, Juliette !» commenta Victoire, avec un sourire forcé. « Tu sembles très nerveuse ces derniers temps. »« C'est juste la fatigue, madame, » murmura Juliette, sentant la sueur couler le long de son dos. « Désolée pour le dérangement. » La fête continua sans autres incidents jusqu'à environ 6 heures du soir, lorsque les invités commencèrent à se dire au revoir.
Marianne s'était bien amusée avec ses camarades d'école, mais Juliette remarqua qu'elle avait très peu mangé et semblait constamment somnolente. Après le départ des derniers invités, la famille se réunit dans le salon pour ouvrir les cadeaux. Il y avait des poupées importées, des jeux électroniques, des vêtements de marque et des livres pour enfants. Marianne remerciait poliment pour chaque cadeau, mais sans l'enthousiasme sincère d'une enfant heureuse. « Et voici mon cadeau spécial pour toi », dit Victoire, en remettant une petite boîte emballée dans du papier doré. « Quelque chose qui appartenait à ta maman. » Marianne ouvrit la boîte et trouva un délicat collier en or avec un pendentif en forme de cœur. C'était vraiment beau, mais il y avait quelque chose dans la manière dont Victoire sourit en voyant la réaction de la petite fille qui mit Juliette mal à l'aise. « C'était à ta maman ?» demanda Marianne, touchant le pendentif avec révérence. « Oui, ma chérie. Elle voulait que tu l'aies quand tu aurais 10 ans, mentit Victoire avec naturel. Tu peux le mettre, maintenant si tu veux. » Juliette savait que c'était un mensonge. Elle avait pris soin d'Hélène durant ses derniers jours à l'hôpital, et la femme lui avait confié tous les bijoux qu'elle voulait laisser à sa fille. Ce collier ne faisait pas partie d'eux. Cette nuit-là, après que tout le monde soit allé se coucher, Juliette descendit à la cuisine et examina soigneusement le morceau de gâteau qu'elle avait sauvé. En utilisant une loupe qu'elle trouva dans le tiroir des ustensiles, elle put voir de petits cristaux transparents mélangés au glaçage au chocolat, quelque chose qui n'appartenait définitivement pas à la recette originale. Elle enveloppa le morceau de gâteau dans du film plastique et le cacha dans le congélateur derrière un paquet de petits pois congelés. C'était une preuve concrète que quelqu'un avait tenté d'empoisonner Marianne pour son propre anniversaire. Dans son carnet de notes, elle écrivit d'une écriture ferme « 15 septembre, anniversaire. Victoire a mis une substance inconnue dans le gâteau de Marianne. J'ai réussi à échanger avant qu'elle ne mange. Échantillon conservé au congélateur. » Elle ferma le carnet et pour la première fois en semaine, elle ressentit une lueur d'espoir. Elle avait maintenant des preuves physiques. Le problème était qu'elle ne savait toujours pas à qui faire confiance ou comment utiliser ces informations sans mettre elle-même et Marianne en danger encore plus. Dehors, le jardin était encore décoré des restes de la fête, les fleurs se fanant sous la lumière froide de la lune croissante. Pour tout observateur extérieur, cela avait été une célébration parfaite, mais Juliette savait qu'en dessous de toute cette apparence de bonheur, quelque chose de très sinistre se déroulait, et le pire de tout était la certitude croissante que ce n'était que le début. Octobre arriva, apportant avec lui les premières, une pluie du printemps et un changement subtil, mais perceptible, dans le comportement de toute la maison. Richard semblait de plus en plus dépendant des médicaments prescrits par Dr Auguste Martin, son psychiatre, et Juliette commença à remarquer un schéma troublant dans les consultations qu'il avait. C'était un après-midi nuageux de jeudi lorsque Dr Martin fit sa 3e visite en 2 semaines. Un homme grand et maigre, d'une 50aine d'années, avec des cheveux sombres tirés en arrière, avec du gel et des lunettes à monture dorée qui lui donnaient un air intellectuel. Il portait toujours des costumes coûteux et avait un porte-document en cuir italien qu'il ne lâchait jamais. « Richard, mon ami, tu as l'air mieux aujourd'hui », dit-il en saluant l'homme d'affaires dans le salon. Sa voix était veloutée, avec un accent que Juliette identifia comme étant du sud de la France. « Comment te sens-tu avec le nouveau dosage ?»« Mieux, docteur, » répondit Richard, mais Juliette, qui rangeait les livres sur l'étagère voisine, remarqua que ses mains tremblaient en prenant le verre d'eau. « Je dors mieux la nuit, et l'anxiété a un peu diminué. »« Super, super. Et Victoire, comment gère-t-elle tout le stress de la relation ?» Juliette fronça les sourcils. Pourquoi un psychiatre poserait-il des questions spécifiquement sur Victoire? Elle fit semblant d'être occupée à organiser les objets de décoration, mais Juliette prêtait attention à chaque mot. « Elle a été un ange, docteur, » dit Richard, avec une gratitude sincère dans la voix. « Je ne sais pas ce que je ferais sans elle et sans Marianne, surtout après les derniers incidents avec la petite. » « Ah oui, parlez-moi de ces incidents. » Juliette sentit son sang se glacer.
Richard commença à relater les accidents de Marianne, les allergies, les chutes, les malaises, comme s'ils étaient des événements naturels et préoccupants, ne réalisant pas le schéma sinistre qu'elle avait identifié. « C'est vraiment préoccupant », murmura Dr Auguste, prenant des notes dans un petit carnet. Les enfants qui perdent leur mère tôt développent parfois des symptômes psychosomatiques. Il se peut qu'elle rejette inconsciemment la présence de Victoire. « Vous pensez ?» demanda Richard, visiblement angoissé. « C'est une possibilité. Il serait peut-être intéressant d'envisager un traitement psychiatrique pour Marianne aussi. Je peux vous recommander un collègue spécialisé en pédiatrie. » Juliette faillit faire tomber le vase qu'elle tenait. Il voulait aussi médicamenter Marianne, une enfant de seulement 10 ans? Je ne sais pas. Si c'est nécessaire, docteur, hésita Richard. C'est juste une enfant. Mon cher, les traumatismes infantiles non traités peuvent causer de sérieux problèmes à l'âge adulte. Et si nous continuons à voir ces accidents, il vaut peut-être mieux prévenir que guérir. À ce moment-là, Victoire entra dans la pièce, portant un plateau avec du café et des biscuits faits de maison que Juliette avait préparés. Elle portait un ensemble jupe et blouse bleu marine qui la faisait paraître comme une cadre réussie, et ses cheveux étaient relevés en un chignon élégant. « Docteur Auguste, quel plaisir de vous voir !» dit-elle, avec un sourire radieux que Juliette ne l'avait jamais vu adresser à personne d'autre. « J'ai apporté un café. Je sais que vous adorez les biscuits de Juliette. »« Victoire, ma chère, » répondit le médecin, se levant pour la saluer avec un baiser sur la joue qui dura un peu plus longtemps que ce qui serait approprié. « Vous êtes radieuse, comme toujours. » Juliette observa l'interaction entre les deux et ressentit un frisson dans le dos. Il y avait une intimité qui allait bien au-delà d'une relation médecin-familiale. La façon dont Victoire toucha discrètement le bras du docteur, comment il garda sa main pendant quelques secondes de plus, le regard qu'ils échangèrent quand ils pensaient que Richard ne voyait pas. Je commentais justement avec Richard la possibilité de commencer un suivi psychologique pour Marianne, dit Dr Auguste, revenant s'asseoir. Je trouve cela excellent, acquiesça Victoire immédiatement. La petite est très rebelle ces derniers temps. Hier, elle a même refusé de prendre les vitamines que j'ai spécialement achetées pour elle. C'était une nouvelle pour Juliette. Marianne ne lui avait jamais parlé de nouvelles vitamines, et elle suivait toujours de près tout ce que la petite ingérait. « Quelles vitamines sont-ce » demanda Richard. « Oh, ce sont des suppléments pour enfants que j'ai vus à la pharmacie, avec du fer et des vitamines du complexe B. Je pensais que ce serait bon pour lui donner plus d'énergie. » expliqua Victoire avec naturel. « Bien pensé, » loua Dr Auguste. Les enfants en phase de croissance ont vraiment besoin d'une supplémentation adéquate. Après le départ du médecin, Juliette monta pour ranger les chambres. Dans la chambre de Victoire et Richard, un environnement luxueux décoré dans des tons de beige et d'or, avec un lit king size et un dressing qui ressemblait plus à une boutique de vêtements, elle trouva quelque chose qui confirma ses soupçons. Sur la table de chevet de Victoire, partiellement cachée sous un magazine de décoration, se trouvait un téléphone portable qu'elle n'avait jamais vu auparavant. C'était un appareil simple, différent de l'iPhone doré que Victoire utilisait habituellement. Poussée par un instinct, Juliette vérifia s'il y avait quelqu'un à proximité et examina rapidement l'appareil. Le téléphone était déverrouillé, et la première chose qu'elle vit furent des messages récents. Son cœur faillit s'arrêter lorsqu'elle lut « Auguste, j'ai augmenté la dose comme convenu. Dans 2 semaines, il sera complètement dépendant. Victoire, super. Et la petite ? Auguste, tu dois être plus prudente. Les accidents attirent beaucoup l'attention. Victoire, la domestique est suspecte. Il se peut que nous devions nous débarrasser d'elle aussi. Auguste, une chose à la fois, mon amour. D'abord, nous terminons avec l'enfant, puis avec lui, et seulement alors nous pensons à d'autres personnes. Juliette sentit ses jambes trembler. Ses soupçons étaient réels. Pire qu'elle ne l'avait imaginé. Victoire n'agissait pas seule.
Le médecin qui était censé s'occuper de Richard aidait à détruire la famille. Rapidement, elle prit des photos des messages avec son propre téléphone, prenant soin de ne pas faire de bruit. Il y avait plus de conversation, mais elle entendit des pas dans le couloir et remit rapidement le téléphone à sa place, feignant de ranger les oreillers lorsque Victoire entra dans la chambre. « Que fais-tu ici ?» demanda Victoire, avec une froideur dans la voix qui fit frissonner Juliette. « Je range la chambre, madame, comme je le fais toujours, » répondit-elle, essayant de garder la voix ferme. « Je n'ai pas demandé à ce que tu ranges ma chambre aujourd'hui. » « Désolé, madame, je pensais que... »« Juliette, » interrompit Victoire, s'approchant d'elle d'un pas calculé. « Tu as des enfants, n'est-ce pas ?» La question prit Juliette au dépourvu. « Oui, madame, 3. Et ils savent où tu travailles ?» Le ton de la question était clairement menaçant. Juliette sentit la sueur froide couler le long de son dos, mais elle garda son calme. « Oui, ils le savent. Ce serait dommage si quelque chose arrivait à eux à cause de la curiosité excessive de leur mère, » dit Victoire, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Tu me comprends, n'est-ce pas ?»« Je comprends, madame, » murmura Juliette sortant de la chambre avec les jambes tremblantes. Cette nuit-là, enfermée dans sa petite chambre, Juliette examina les photos qu'elle avait prises des messages. Elle avait maintenant des preuves concrètes qu'il y avait une conspiration pour tuer Marianne et Richard, mais elle savait aussi que sa propre vie était en danger. Pire encore, Victoire avait menacé ses enfants. Elle pensa à aller à la police, mais qui croirait la parole d'une domestique contre celle d'un médecin respecté et d'une femme de la société? Elle avait besoin de plus de preuves, d'un meilleur plan. C'est alors qu'elle se souvint de Madame Carmen Lefebvre, la mère de Richard. C'était une dame de 72 ans, veuve, du fondateur des cliniques médicales de la famille, une femme influente et respectée dans la société parisienne. Il n'avait jamais complètement approuvé la relation de son fils avec Victoire. Le lendemain, pendant son temps libre, Juliette prit le bus jusqu'au quartier de Montmartre, où Madame Carmen vivait dans une maison élégante, avec vue sur la montagne Sainte-Geneviève. C'était une femme petite mais imposante, avec des cheveux blancs toujours coiffés en un chignon impeccable, vêtue de vêtements classiques et portant des bijoux discrets mais précieux. « Juliette, quelle surprise !» dit Madame Carmen en ouvrant la porte. « Entre, ma chérie. Qui t'amène ici? Madame Carmen, j'ai besoin de vous parler d'une chose très sérieuse. C'est au sujet de votre Richard et de Marianne. » L'expression de la dame changea immédiatement. « Il s'est passé quelque chose? Ils vont bien? » « Physiquement, oui, mais j'ai découvert des choses que vous devez savoir. » Pendant les 2 heures suivantes, Juliette raconta tout. Les accidents étranges, les doutes de Victoire, la conversation avec le prêteur sur gage, les messages sur le téléphone, les menaces qu'elle avait reçues. Elle montra les photos des messages et remit le morceau de gâteau empoisonné qu'elle avait gardé au congélateur. Madame Carmen écouta tout en silence, son visage devenant plus sérieux à chaque révélation. « Mon Dieu !» murmura-t-elle à la fin. « J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de louche avec cette femme, mais je n'aurais jamais imaginé... » « Juliette, tu as été très courageuse de venir me voir. »« Je ne savais pas quoi faire, Madame Carmen. J'ai peur pour Marianne, mais aussi pour mes enfants. »« Tu as bien fait. Maintenant, nous allons agir, mais avec beaucoup de prudence. Nous ne pouvons pas les alerter que nous savons tout. » Madame Carmen prit le téléphone et composa un numéro. « Commissaire, Dupont, c'est Carmen Lefebvre. J'ai vraiment besoin de vous parler d'un sujet délicat. C'est au sujet de ma famille. » L'aide était en route, mais Juliette savait que les jours suivants seraient les plus dangereux de tous. Novembre arriva avec les typiques averses de pluie du printemps parisien, et avec elles une tension presque palpable qui planait sur le manoir de Montmartre. Le commissaire Fernando Dupont, un homme expérimenté d'une 50aine d'années, spécialisé dans les crimes familiaux, avait discrètement commencé une enquête basée sur le témoignage de Juliette et sur les preuves qu'elle avait pu rassembler. C'était un lundi matin, pluvieux,
lorsqu'il se présenta à la maison, feignant d'être un représentant des impôts intéressé à vérifier certaines incohérences dans les déclarations fiscales des cliniques médicales. Le commissaire Dupont était un homme de taille moyenne, avec une calvitie discrète dissimulée par une coupe militaire, toujours vêtu de costume sombre qui lui donnait une apparence sérieuse, mais fiable. « Monsieur Lefebvre, je vous remercie de m'accueillir chez vous, dit-il, assis dans le salon tout en examinant des papiers fictifs dans un dossier. Ce ne sont que quelques vérifications de routine, mais nous préférons résoudre ces questions de manière discrète. » Richard, visiblement nerveux et, avec des mains tremblantes plus accentuées que d'habitude, essayait de répondre aux questions, tandis que Victoire restait à ses côtés, jouant le rôle de la compagne solidaire. Elle portait une robe midi noire avec des détails en dentelle blanche, les cheveux lâchés et un maquillage naturel qui la faisait paraître encore plus jeune et innocente. « Bien sûr, commissaire, je veux dire inspecteur », balbutia Richard. « Tous nos documents sont en ordre, nous avons une comptabilité très sérieuse. » Juliette servait du café et des biscuits, profitant de chaque va-et-vient dans le salon pour observer les réactions de Victoire. La femme gardait une imposture calme, mais Juliette remarqua comment ses doigts tambourinaient nerveusement sur le fauteuil et comment elle évitait de regarder directement le commissaire. « Et vous êtes ?» demanda le commissaire Dupont, s'adressant à Victoire avec un sourire cordial. « Victoire Moreau, fiancée de Richard, » répondit-elle, tendant la main avec une élégance étudiée. « Je vis ici depuis quelques mois et j'aide à m'occuper de sa fille. »« C'est bien. Et comment vous adaptez-vous à la nouvelle famille ? » ?»« Merveilleusement bien. Marianne est une petite fille adorable, malgré quelques défis comportementaux typiques de son âge, » répondit Victoire, avec un soupir qui sonnait maternel. « Défis comportementaux. Eh bien, elle a perdu sa mère très tôt et a parfois des difficultés à accepter des figures féminines d'autorité. Nous avons eu quelques épisodes, des accidents domestiques qui nous préoccupent. » Le commissaire Dupont prit quelques notes, mais Juliette remarqua qu'il prêtait plus attention au langage corporel de Victoire qu'à ses mots. Après environ 1 heure de conversation apparemment routinière sur des questions fiscales, le commissaire se mit en route, mais pas avant de remettre discrètement à Juliette une petite carte en passant par la cuisine. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, voici mon numéro direct, » murmura-t-il, feignant de la remercier pour le café. Dans l'après-midi même, alors que Victoire était sortie pour un rendez-vous chez le dermatologue, Juliette découvrit que Marianne était dans sa chambre, apparemment endormie depuis le déjeuner. La petite avait très peu mangé, juste quelques cuillerées de soupe de légumes et un petit morceau de pain fait maison. Et quand Juliette monta pour vérifier comment elle allait, elle trouva l'enfant dans un sommeil profond, presque antinaturel. « Marianne ? Petite fleur ?» appela-t-elle doucement, secouant l'épaule de la fillette. L'enfant ouvrit les yeux avec difficulté, comme si elle luttait contre un poids invisible. Ses pupilles étaient dilatées, et elle semblait confuse sur l'endroit où elle se trouvait. « Tante Juliette ?» murmura-t-elle, d'une voix pâteuse. « Pourquoi suis-je si fatiguée ? J'ai l'impression d'avoir couru partout. »« As-tu mangé quelque chose de différent aujourd'hui, ma chérie ? » Seulement les vitamines que Victoire m'a données ce matin, dit Marianne en bâillant profondément. Elle a dit qu'elles étaient nouvelles, plus délicieuses. Juliette sentit une alarme retentir dans sa tête. « Quelle vitamine, mon amour ? Peux-tu me montrer ?» Marianne pointa faiblement vers la table de chevet où se trouvait un petit flacon en verre ambré avec une étiquette manuscrite « Vitamine spéciale, Marianne, 2 capsules le matin. » Avec des mains tremblantes, Juliette examina le flacon. Les capsules étaient différentes de toutes les vitamines pour enfants qu'elle connaissait, trop grandes, avec une poudre blanche à l'intérieur qui ne semblait pas vitaminique. Et il y avait une légère odeur médicamenteuse qu'elle reconnaissait, mais qu'elle ne pouvait pas identifier complètement. « Marianne, ma chérie,
À partir d'aujourd'hui, tu ne prends plus ces vitamines sans que je sois présente, d'accord? Dit Juliette, rangeant le flacon dans sa poche. Juliette se leva de son tablier. Ça va? Ah, tante, mais Victoire va être fâchée. Laisse Victoire avec moi. Maintenant, tu peux te reposer un peu plus, et tout à l'heure, je te ramène un bon goûter. Ce soir-là, Juliette a appelé le numéro que le commissaire Dupont avait laissé. Il a répondu au deuxième son. « Commissaire, c'est Juliette. J'ai trouvé quelque chose de plus. Vas-y. » Des vitamines étranges que Victoire donne à Marianne. La petite a été complètement dans le gaz toute l'après-midi. Garde un échantillon et retrouve-moi demain au café de la rue de la Paix à 2 heures de l'après-midi. Je vais faire analyser ça. Et si elle remarque qu'il manque quelque chose, prends juste une capsule et dis qu'elle est tombée par terre. Tu peux faire ça? Oui, je peux. Le lendemain matin, Juliette a exécuté le plan. Pendant le petit déjeuner, lorsque Victoire est allée chercher les vitamines pour donner à Marianne, Juliette a feint de trébucher et de la heurter, faisant tomber une capsule accidentellement par terre qui a roulé sous le réfrigérateur. Oh, quelle poisse! S'est plainte Victoire, s'accroupissant pour chercher la capsule perdue. Ces vitamines coûtent une fortune. Désolée, madame. Laisse-moi chercher, a dit Juliette, s'agenouillant, rapidement et faisant semblant de chercher sous le réfrigérateur. Ah, je ne trouve pas, elle doit avoir roulé quelque part. Oublie ça, Marianne n'en prend qu'une aujourd'hui. Mais Juliette avait déjà mis la capsule tombée dans sa poche. L'après-midi, au café de la rue de la Paix, un établissement traditionnel au centre de Paris, avec des tables en marbre et un va-et-vient constant d'avocats et de fonctionnaires, elle a rencontré le commissaire Dupont. L'endroit était parfait pour une conversation discrète, le bruit des conversations masquant tout soupçon. « Très bien, Juliette, a-t-il dit, rangeant la capsule dans un petit sachet en plastique. Je vais l'envoyer au laboratoire d'expertise. Dans 2 jours, j'aurai le résultat. Et maintenant, que dois-je faire? Continue d'observer, mais sans prendre de risques. Si tu sens que tu es en danger, sors immédiatement de la maison et appelle-moi. Et Marianne? Elle est surveillée. J'ai 2 agents qui patrouillent discrètement dans la région. Mais Juliette, il est très important que tu continues à agir normalement. S'ils soupçonnent que nous avons découvert le plan, je comprends. De retour au manoir, Juliette a trouvé Victoire au téléphone dans le salon, parlant à voix basse. La voyant arriver, la femme a rapidement terminé l'appel. « Où étais-tu » a-t-elle demandé d'un ton plus agressif que d'habitude. « Je suis allée à la banque pour payer quelques factures, madame, » a menti Juliette. « J'ai le reçu, si tu veux voir. » Ce n'est pas nécessaire, mais la prochaine fois, préviens-moi avant de sortir. Ce soir-là, Juliette a été réveillée par des voix venant du rez-de-chaussée. Il était presque 3 heures du matin quand elle est descendue silencieusement les escaliers et a entendu Victoire parler au téléphone dans la cuisine. « Je ne peux plus attendre, Auguste. La situation devient compliquée. Aujourd'hui, un inspecteur est venu poser des questions étranges, et la domestique est très astucieuse. » Juliette s'est cachée derrière la porte entrebâillée, le cœur battant si fort qu'elle craignait d'être entendue. « Je comprends que tu veux être prudent, mais les prêteurs sur gage ne vont pas attendre indéfiniment, » a continué Victoire. « Soit nous faisons ça la semaine prochaine, soit je vais devoir disparaître avant qu'il ne soit trop tard. » Il y a eu une longue pause. « D'accord. Jeudi alors, pendant la promenade au lac que tu as suggérée. Ça semble naturel, un enfant qui se noie en jouant. » Juliette a dû se couvrir la bouche avec les mains pour ne pas crier. Jeudi était dans 3 jours, et le lac de Vincennes, l'un des lieux touristiques les plus célèbres de Paris, serait le cadre choisi pour l'assassinat de Marianne. Et ensuite, a continué Victoire, combien de temps avant que nous résolvions son problème aussi? Une autre pause. Parfait. 1 mois est suffisant pour ne pas éveiller les soupçons. Juliette a couru dans sa chambre et a immédiatement appelé le commissaire Dupont. « Commissaire, ils vont tuer Marianne jeudi, au lac de Vincennes. » « Calme-toi, Juliette, raconte-moi tout. » Après avoir
Entendu les détails de la conversation téléphonique, le commissaire est resté silencieux pendant quelques secondes. « D'accord, maintenant, nous allons les arrêter en flagrant délit, mais tu dois agir normalement jusqu'à jeudi. Tu peux faire ça? » « Oui, je peux. Mais et si... » « Fais-moi confiance, Juliette. Jeudi, cette histoire se termine. » Dehors, la pluie de novembre continuait de tomber, lavant les rues de Paris comme si elle préparait la ville pour un nouveau chapitre qui était sur le point de commencer. Jeudi 28 novembre s'est levé avec un ciel partiellement nuageux, laissant entrevoir quelques rayons de soleil à travers les nuages. Épars, c'était exactement le genre de temps que Victoire avait dit être parfait pour une promenade au lac pendant le petit déjeuner. Juliette avait à peine dormi les 2 nuits précédentes, répétant mentalement chaque mouvement qu'elle devrait faire pour protéger Marianne sans éveiller de soupçons. « C'est super que le temps se soit amélioré !» s'est exclamée Victoire, servant du jus d'orange frais à Richard et Marianne. Elle était vêtue d'un jean clair et d'un haut en coton blanc, les cheveux attachés en une queue de cheval juvénile qui lui donnait l'air d'une jeune étudiante en promenade le week-end. Marianne va adorer nourrir les petits poissons au lac. Marianne, assise à la table du petit déjeuner, jouait distraitement avec la baguette sur son assiette. Depuis que Juliette avait réussi à l'empêcher de prendre les vitamines, la petite avait retrouvé un peu d'énergie, mais elle semblait encore plus maigre et pâle qu'elle ne devrait l'être. « Papa, est-ce que Juliette peut venir avec nous ?» a demandé la petite, regardant avec espoir Richard. « Oh, chérie, Juliette a beaucoup de travail ici à la maison, » a dit Victoire rapidement avant que Richard puisse répondre. « De plus, c'est une sortie en famille, juste nous 3. Mais elle fait presque partie de la famille aussi, » a insisté Marianne, avec l'entêtement typique des enfants. « Elle prend soin de moi mieux que quiconque. » Juliette a senti son cœur se serrer avec le commentaire innocent de la petite, mais elle a remarqué comment le visage de Victoire s'est contracté pendant une fraction de seconde, avant de retrouver son sourire forcé. « Bien sûr que Juliette est importante pour nous, ma chérie, » a dit Richard. Juliette, indifférente aux tensions qui imprégnaient la conversation, dit « Mais aujourd'hui est un jour spécial, rien que pour nous, d'accord ?» Pendant la matinée, alors, que la famille se préparait pour la sortie, Juliette reçut un message discret du commissaire Dupont. « Tout est prêt. Les agents sont déjà positionnés au lac. Continuez normalement. » À 2h de l'après-midi, Richard, Victoire et Marianne quittèrent le manoir dans la BMW argentée de la famille. Juliette fit un signe de la fenêtre de la cuisine, feignant la normalité, mais son estomac était noué d'anxiété. 15 minutes plus tard, elle se dirigea vers le lac de Vincennes en taxi, comme convenu avec le commissaire. Le lac de Vincennes était l'une des cartes postales de Paris. Un miroir d'eau, artificiel créé dans les années 1940, entouré de points d'intérêt importants comme la Maison de la Danse, l'église de Saint-François d'Assise conçue par Oscar Niemeyer et le musée d'art de Vincennes. C'était un lieu très fréquenté par les familles le week-end, rempli de cyclistes, de promeneurs et d'enfants jouant dans les aires de jeu. Juliette trouva le commissaire Dupont déguisé en pêcheur au bord du lac, portant une chemise à carreaux, une casquette et tenant une canne à pêche. 2 autres agents, habillés en touristes, prenaient des photos apparemment de l'église au loin. « Où sont-ils » demanda Juliette en s'asseyant. « Sur un banc proche. »« Là, près de la maison de la danse » répondit-il en désignant discrètement un point au loin. « Le docteur Martin est arrivé il y a 10 minutes. Il fait semblant d'avoir rencontré la famille par hasard. » Juliette suivit le regard du commissaire et réussit à voir Richard, Victoire, Marianne et un 4e homme, présumément le docteur Martin, marchant le long du bord du lac. Même de loin, elle pouvait voir Marianne courir en avant, apparemment ravie d'être à l'extérieur. « Comment allons-nous procéder ? Nous allons attendre qu'ils s'approchent de l'eau. Au moment où ils tenteront quelque chose contre la fille, nous agirons. » Les minutes suivantes semblèrent des heures. Juliette observait à travers des jumelles prêtées par le commissaire pendant que le groupe marchait lentement vers une zone plus isolée du lac, où il y avait moins de monde.
Victoire et le docteur Martin discutaient joyeusement avec Richard, qui semblait détendu et heureux d'être en famille. « Il se dirige vers la zone de l'ancien quai », murmura le commissaire Dupont dans le microphone discret qu'il portait. « Unité 2, approchez-vous par la droite. Unité 3, contournez par la gauche. » Soudain, Juliette vit Marianne s'approcher du bord du lac, apparemment intéressée à observer les poissons nageant près de la surface. Victoire se positionna derrière la fille, tandis que le docteur Martin distrayait Richard en pointant quelque chose dans la direction opposée. « Maintenant !» cria le commissaire Dupont. Ce qui se passa dans les minutes suivantes fut une confusion de cris, de courses et de sirènes. Juliette vit Victoire s'approcher encore plus de Marianne, les mains tendues vers le dos de l'enfant. Au moment exact où elle fit le mouvement pour pousser la fille dans l'eau, 3 agents émergèrent des buissons proches. « Police! Personne ne bouge !» Victoire tenta de s'éloigner du bord du lac, feignant d'avoir été surprise par l'apparition soudaine des policiers, mais il était trop tard. Les caméras cachées avaient tout enregistré et le commissaire Dupont courait déjà vers le groupe avec une voix d'arrestation. « Victoire Moreau et Dr Auguste Martin, vous êtes arrêtés pour tentative de meurtre et formation de bande criminelle. » Richard resta paralysé, ne comprenant pas ce qui se passait. « De quoi parlez-vous ? Quelle histoire est-ce ? »« Papa !» cria Marianne, courant dans les bras de son père, effrayée par toute la confusion. « Richard !» dit le commissaire Dupont en s'approchant de lui avec précaution. « Je suis le commissaire Fernando Dupont. Ta mère m'a contacté il y a 2 semaines. Nous avons des preuves que ces personnes prévoyaient de te tuer, toi et ta fille. »« C'est absurde !» cria Victoire, essayant encore de maintenir la façade. « Richard, mon amour, tu ne vas pas croire à cette folie, n'est-ce pas ?» Mais le docteur Martin, réalisant qu'il était piégé, prit une décision différente. « Victoire, tais-toi, tout est fini, dit-il, les mains tremblantes. Je ne veux pas être le seul responsable de toute cette folie. »« Tais-toi, Auguste, répliqua-t-elle, mais le médecin parlait déjà aux policiers. « Elle m'a contacté il y a 6 mois, avoua le docteur Martin. Elle a dit qu'elle était endettée et avait besoin de l'héritage de la fille. J'étais amoureux d'elle depuis que nous nous sommes rencontrés il y a des années. J'ai fait tout ce qu'elle a demandé. » Richard s'assit sur un banc proche, tenant toujours Marianne dans ses bras. Son visage avait perdu toute couleur, et il regardait alternativement Victoire, qui montrait maintenant son vrai visage, avec une expression de haine pure, et le médecin qu'il considérait comme un ami. « Mais je vous ai fait confiance, » murmura-t-il. « Auguste, tu m'as aidé quand Hélène est morte. Comment peux-tu… » « Il te droguait, Richard, » dit le commissaire Dupont avec délicatesse. Les médicaments qu'il prescrivait étaient 3 fois plus forts que nécessaire. Il voulait que tu deviennes dépendant et confus. À ce moment-là, Juliette s'approcha du groupe. Marianne la vit et étendit immédiatement les bras vers elle. « Tante Juliette, tu es venue. Je t'ai dit que je veillerai toujours sur toi, n'est-ce pas ?» répondit Juliette en serrant la fille dans ses bras, des larmes coulant sur son visage. « C'était toi, » dit Victoire, fixant Juliette avec une haine viscérale. « C'était toi qui as tout découvert. »« Je n'ai fait que protéger une enfant innocente, » répondit Juliette, avec une fermeté dans la voix qu'elle ne savait pas qu'elle possédait. « Quelque chose que tu ne comprendras jamais. » Victoire et le docteur Martin furent emmenés au commissariat, dans des véhicules séparés. En chemin, les agents découvrirent dans la voiture du médecin d'autres preuves, des flacons de médicaments falsifiés, des seringues et un plan détaillé de la façon dont l'accident de Richard serait mis en scène quelques semaines plus tard. Au commissariat, lors des interrogatoires, toute la vérité éclata. Victoire était en réalité Anna-Béatrice Lefebvre, une escroc qui avait changé d'identité 3 fois au cours des 5 dernières années. Elle appliquait toujours le même stratagème. Elle s'approchait d'hommes veufs et riches avec de jeunes enfants, gagnait la confiance de la famille, puis éliminait les obstacles pour avoir accès aux héritages. Le docteur Martin révéla qu'elle l'avait
Richard foi procurador depois de descobrir, através de pesquisa na internet, que ele havia sido namorado dela na faculdade de medicina anos antes. Usou a antiga paixão dele para convencê-lo a participar do esquema, prometendo que fugiriam juntos para o exterior, após conseguir o dinheiro. Richard foi submetido a exames médicos que confirmaram a intoxicação prolongada por medicamentos. Marianne também foi examinada, e os médicos descobriram traços de sedativos e outras substâncias que explicavam sua fraqueza constante e os acidentes frequentes. Ao final daquele dia dramático, quando a poeira baixou e todos os depoimentos foram dados, Richard se encontrou sozinho com Juliette na sala de espera da delegacia, enquanto Marianne dormia em seus braços. Juliette, disse ele com a voz embargada, como posso algum dia agradecer o que você fez por nós? O senhor não precisa me agradecer nada, respondeu ela, acariciando os cabelos da menina adormecida. Eu só fiz o que qualquer mère faria. É exatamente por isso, disse Richard, com lágrimas nos olhos. Você foi a mère que a Marianne precisava, quando eu não consegui protegê-la. Naquela noite, de volta à mansão de Montmartre, a casa parecia completamente diferente. O peso sombrio que pairava sobre o ambiente havia desaparecido, substituído por uma sensação de alívio e recomeço. Juliette preparou um jantar simples: arroz, feijão, frango grelhado e salada, e os três comeram juntos na cozinha, sem formalismos, como uma família de verdade. Dezembro chegou trazendo consigo o calor típico do verão provençal e uma transformação profunda na rotina da mansão de Montmartre. As semanas que se seguiram à prisão de Victoire e Dr. Auguste Martin foram marcadas por um processo lento, mas necessário de cura, tanto física quanto emocional, para Richard e Marianne. O primeiro desafio foi lidar com a dependência química que Richard havia desenvolvido aos medicamentos prescritos pelo falso psiquiatra. Dr. Helena Vasconcelos, uma psiquiatra conceituada, indicada pelo hospital onde Richard mantinha suas clínicas, assumiu o tratamento de desintoxicação. Era uma mulher de meia idade, com cabelos grisalhos e um jeito maternal que inspirava confiança. O processo não será fácil, Richard, explicou ela durante a primeira consulta no consultório dela, um ambiente aconchegante decorado com plantas e quadros serenos. Augusto Meirelles estava te ministrando doses de benzodiazepínicos 3 vezes superiores ao recomendado. Seu organismo desenvolveu dependência física e psicológica. Richard, sentado na poltrona confortável do consultório, tinha olheiras profundas e as mãos ainda tremiam periodicamente. Doutora, eu me sinto um idiota. Como pude ser tão cego? Você estava vulnerável após a perda da esposa, e eles se aproveitaram disso de forma criminosa. Não há culpa da sua parte. O importante agora é focarmos na sua recuperação. Nas primeiras 2 semanas de dezembro, Richard passou por momentos difíceis. Os sintomas da abstinência incluíam ansiedade intensa, insônia, sudorese excessiva e episódios de irritabilidade. Foi Juliette quem se tornou o pilar de sustentação da família durante esse período. Tia Juliette, por que o papai está sempre nervoso agora? Perguntou Marianne numa manhã ensolarada, enquanto tomavam café da manhã na varanda dos fundos. A menina estava visivelmente mais corada e animada, desde que parara de tomar os falsos vitamínicos, mas ainda demonstrava ansiedade em relação ao comportamento do pai. Seu pai está se curando de uns remédios que faziam mal para ele, Florzinha, explicou Juliette, servindo vitaminas de manga fresca que havia preparado. É como quando você fica gripada e precisa tomar remédios amargos para melhorar. É ruim no começo, mas depois você fica bem. E ele vai voltar a ser como antes? Vai sim, querida. Na verdade, vai ficar ainda melhor, porque agora ele sabe que você precisa dele.
Durante esse período, Madame Carmen Lefebvre se tornou uma presença constante na casa. A matriarca da família, que havia se sentido culpada por não perceber os sinais de perigo mais cedo, dedicou-se integralmente ao apoio aos netos. Juliette, minha filha, disse ela numa tarde, enquanto ajudava a preparar uma tisane apaisante para Richard. Quero que você saiba que nossa família tem uma dívida eterna com você. Sem sua coragem e intuição, teríamos perdido o que mais amamos. Madame Carmen, a senhora não precisa ficar se culpando, respondeu Juliette, mexendo a tisane de camomila com mel. O importante é que tudo acabou bem. Não acabou ainda não. Temos muito trabalho pela frente para curar as feridas que aquela vipère causou. E realmente havia muito trabalho. Richard precisou se afastar temporariamente da administração das clínicas médicas, deixando a gestão nas mãos de sua sócia, Dr. Patrícia Nogueira. Isso permitiu que ele se concentrasse exclusivamente em sua recuperação e em reconstruir o relacionamento com Mariane. Uma das mudanças mais significativas foi a decisão de Richard de começar terapia familiar com Mariane. Dr. Roberto Cunha, um psicólogo infantil especializado em traumas, passou a atender pai e filha 2 vezes por semana em seu consultório no bairro de Saint-Germain-des-Prés. É importante que vocês processem juntos tudo o que aconteceu, explicou o Dr. Cunha durante a primeira sessão. Mariane, você passou por experiências muito assustadoras e é normal sentir medo ou confusão. Eu sonho às vezes que a Vitória está tentando me empurrar na piscina, confessou Mariane, segurando a mão do pai. Acordo gritando e não consigo mais dormir. E como você se sente quando isso acontece? Perguntou o psicólogo. Com medo e com raiva também, porque ela mentiu para o papai. Ela disse que gostava de mim, mas na verdade queria me machucar. Richard apertou a mão da filha, os olhos marejados. Filha, eu prometo que nunca mais vou deixar ninguém fazer mal para você. Papai vai estar sempre aqui. Durante as sessões de terapia, ficou claro que Mariane havia percebido muito mais do que os adultos imaginavam. Ela relatou episódios em que fingiu dormir para ouvir conversas estranhas de Victoire ao telefone, momentos em que se sentiu obrigada a comer ou beber coisas que a faziam passar mal, e principalmente a sensação constante de que algo estava errado na casa. As crianças são muito intuitivas, explicou o Dr. Cunha para Richard após uma sessão. Mariane sabia instintivamente que il était en danger, mais il n'avait pas les mots pour s'exprimer ou se protéger seul. C'est pourquoi la présence de Juliette a été si fondamentale. C'est lors de l'une de ces conversations que Richard a pris une décision qui changerait complètement la dynamique de la maison. Un après-midi de décembre, après une séance de thérapie particulièrement productive, il a cherché Juliette dans la cuisine, où elle préparait le dîner. « Juliette, puis-je te parler ?»« Bien sûr, Richard. Un problème ?» Il s'est assis sur le tabouret de l'îlot de la cuisine, un geste qui auparavant aurait été impensable. Le patron ne s'asseyait pas dans la cuisine pour parler avec la domestique. Mais tout avait changé. « Je veux te faire une proposition, a-t-il dit, avec sérieux. Je ne veux plus que tu sois notre employé. Juliette a arrêté de couper les légumes, le cœur battant. Vous me licenciez ? Non, non, a ri Richard. Au contraire, je veux que tu sois officiellement la tutrice de Marianne et la gestionnaire de cette maison, avec un salaire compatible, des droits du travail complets et surtout avec la reconnaissance que tu fais partie de cette famille. Juliette s'est lourdement assise sur le tabouret à côté de lui, les jambes tremblantes. « Richard, je ne sais pas quoi dire. Dis que tu acceptes. Marianne a besoin de toi, j'ai besoin de toi, tu as sauvé nos vies. Juliette, littéralement. Et plus que cela, tu nous as montré ce qu'est l'amour véritable et inconditionnel. Mais je n'ai qu'un diplôme de secondaire complet, Richard. Je ne sais pas si je suis prête pour une responsabilité aussi grande. »
Tu as quelque chose de bien plus important que n'importe quel diplôme, un cœur qui sait aimer et protéger. De plus, nous allons organiser des cours de formation, tout ce dont tu auras besoin. » Cette nuit-là, Juliette a appelé ses 3 enfants. Théo, 28 ans, qui avait réussi à sortir du monde du crime et travaillait maintenant comme mécanicien. Amélie, 24 ans, étudiante en pédagogie, et Jean, 20 ans, qui suivait une formation technique en électronique. Elle leur a parlé de la proposition et a demandé des conseils. « Maman, tu mérites cela, et bien plus », a dit Amélie, avec une émotion dans la voix. « J'ai toujours admiré ta force et ta dévotion. Maintenant, tu as la chance d'avoir une vie meilleure. Et en plus, on voit comment tu parles de Marianne, » a ajouté Jean. « Tu aimes déjà cette fille comme si c'était ta propre fille. » Théo, qui a toujours été le plus réservé des 3, est allé droit au but. « Maman, accepte cette proposition avant qu'il ne change d'avis. Cette famille a reconnu ta valeur. C'est rare que cela arrive. » Le lendemain, Juliette a officialisé son acceptation. Richard a préparé tous les documents légaux, l'établissant comme tutrice légale de Marianne et gestionnaire officiel de la résidence, avec un salaire 5 fois supérieur à ce qu'elle gagnait en tant que domestique. Le changement le plus symbolique a été le déménagement de Juliette du petit chambre à l'arrière, vers la suite d'invités au 2e étage. Un espace vaste et confortable avec salle de bain privative et vue sur le jardin. Marianne a insisté pour aider à décorer la chambre, choisissant des rideaux fleuris et organisant des photos de la famille de Juliette sur les étagères. « Maintenant tu vis près de moi !» a célébré la fille, sautant sur le nouveau lit de Juliette. « Et quand j'aurai des cauchemars, je peux courir dans ta chambre. Oui, ma petite fleur, maintenant nous sommes vraiment une famille. » Pendant Noël cette année-là, la maison a eu une célébration complètement différente des années précédentes. Au lieu du dîner formel et froid qui était traditionnel, Juliette a organisé un repas typique de la Provence, gigot d'agneau, farce de banane, riz au safran, choux frisés sautés et la traditionnelle morue qu'elle avait appris à préparer avec sa propre mère. Madame Carmen est arrivée à 6 heures de l'après-midi, portant des cadeaux et la galette des rois qui était une tradition familiale. Les enfants de Juliette ont été invités et sont arrivés timides mais heureux de découvrir la nouvelle réalité de leur mère. « Alors, tu es la célèbre Marianne, » a dit Amélie, s'agenouillant pour être à la hauteur de la fille. « Ma mère ne cesse de parler de toi. Et tu es la fille de tante Juliette qui étudie pour devenir professeure, » a répondu Marianne, enthousiaste. « Elle a dit que tu m'aiderais avec mes devoirs quand j'en aurais besoin. » Pendant le repas, Richard a porté un toast ému. « Cette année, nous avons appris ce qui compte vraiment dans la vie. Nous avons appris que la famille ne se définit pas par le sang ou l'argent, mais par l'amour, la protection et le soin mutuel. Juliette, tu nous as appris cela. » Pour la première fois depuis de nombreux mois, le manoir de Montmartre s'est rempli de rires sincères, de conversations chaleureuses et de la sensation qu'une véritable famille vivait là. Mais il restait un dernier chapitre à écrire dans cette histoire de transformation et de recommencement. Janvier 2025 est arrivé avec la chaleur intense de l'été provençal et un sentiment de renouveau qui imprégnait chaque coin du manoir. Les 3 mois qui ont suivi Noël ont été marqués par des changements profonds qui ont consolidé la nouvelle dynamique familiale et ont commencé à dessiner l'avenir que tous avaient rêvé, mais n'osaient pas encore verbaliser. Richard avait réussi son programme de désintoxication et était revenu progressivement au travail. Dr Hélène Dubois a réduit les consultations à 1 fois par semaine, et il montrait une énergie et une clarté mentale qu'il n'avait pas eues depuis des années. Plus important encore, sa relation avec Marianne avait complètement changé. « Papa, aujourd'hui à l'école, la professeure a demandé sur les professions et j'ai dit que je voulais être médecin comme toi, » a raconté Marianne un samedi matin, pendant qu'il prenait le petit déjeuner sur la terrasse. Elle portait une robe jaune à petites fleurs et des baskets blanches, le visage rosé et les yeux brillants d'une enfant véritablement heureuse. « Vraiment, princesse ? Et pourquoi ?» a demandé Richard, laissant
de côté le journal pour prêter toute son attention à sa fille, une habitude qu'il avait développée au cours des dernières semaines. Parce que tu aides les gens à aller mieux. Et tante Juliette a dit qu'aider les autres est la chose la plus importante de la vie. Juliette, qui préparait des vitamines de cerise et de betterave dans la cuisine, a souri en entendant la conversation. Au cours des derniers mois, elle s'était consacrée non seulement à l'attention des soins pratiques pour Marianne, mais aussi pour son éducation morale et émotionnelle, quelque chose que la petite fille avait perdu pendant les mois traumatisants avec Victoire. La routine de la maison s'était établie de manière naturelle et harmonieuse. Juliette se réveillait à 6 heures du matin, préparait un petit déjeuner nutritif pour tout le monde, emmenait Marianne à l'école dans l'une des voitures de la famille. Richard avait insisté pour qu'elle obtienne son permis de conduire. Et pendant la journée, elle s'occupait de l'administration de la maison, des courses, et trouvait encore le temps d'étudier. Un des changements les plus significatifs fut la décision de Richard d'engager une professeure particulière d'anglais et d'informatique pour Juliette. Marie-Fernande, une jeune professeure de 28 ans, venait à la maison 3 fois par semaine pour les cours. Madame Juliette, vous avez une facilité incroyable pour apprendre, commentait Marie-Fernande lors d'un cours du mardi. En 3 mois, vous parvenez déjà à tenir des conversations de base en anglais et maîtriser parfaitement les programmes informatiques. C'est parce que j'ai maintenant une vraie raison d'apprendre, répondait Juliette, concentrée sur l'écran de l'ordinateur portable que Richard avait acheté pour elle. Je veux être capable d'aider Marianne avec n'importe quelle matière dont elle a besoin. Marianne, pour sa part, s'épanouissait dans tous les aspects. Ses cauchemars avaient diminué drastiquement, surtout après que Juliette avait complètement redécoré sa chambre en retirant tout souvenir de la période sombre avec Victoire. Maintenant, l'environnement était joyeux et coloré, avec des étagères pleines de livres, un coin pour dessiner et des photos de la famille éparpillées sur les murs. L'école avait également remarqué la transformation. Sœur Catherine, la directrice de l'école Sainte-Marie où Marianne étudiait, avait convoqué Richard pour une conversation en février. « Monsieur Lefebvre, il est impressionnant de voir le changement chez Marianne depuis la fin de l'année dernière », dit la religieuse, une femme d'environ 60 ans, au visage bienveillant. Elle a toujours été une bonne élève, mais maintenant elle montre une joie et une confiance que nous n'avons pas vues depuis longtemps. Nous avons traversé une période très difficile, sœur Catherine, mais maintenant nous avons Juliette qui s'occupe d'elle, et cela a fait toute la différence. Je peux le voir. La petite parle de tante Juliette, avec une affection et une admiration qui touchent. Vous avez trouvé un trésor en cette femme. En effet, l'influence de Juliette sur l'éducation de Marianne allait bien au-delà des soins de base. Elle avait introduit dans la vie de la petite des valeurs qui avaient été fondamentales dans sa propre éducation. Le respect des aînés, la gratitude pour les petites choses, la solidarité avec ceux qui ont moins, et surtout l'importance de l'honnêteté et du courage de faire ce qui est juste. Tante Juliette, pourquoi cette femme méchante voulait-elle me faire du mal ? Demanda Marianne un après-midi, alors qu'elles préparaient ensemble un gâteau au chocolat pour le goûter. C'était une question que Juliette attendait depuis des mois, et elle avait réfléchi soigneusement à la manière de répondre, de manière à ce qu'une enfant de 10 ans puisse comprendre, sans perdre foi, en la bonté humaine. Tu sais, petite fleur, parfois les gens font des choses mauvaises parce qu'ils ont peur ou parce qu'ils veulent des choses qui ne leur appartiennent pas, expliqua Juliette, mesurant la farine. Victoire avait beaucoup de doutes et pensait qu'elle pourrait résoudre ses problèmes de manière erronée, mais cela ne justifie pas ce qu'elle a fait. Et pourquoi as-tu réalisé qu'elle était méchante et que papa ne l'a pas fait? Parce que ton père est un homme bon, qui voit toujours le meilleur chez les gens. Il ne pouvait pas imaginer que quelqu'un puisse faire du mal à une enfant innocente. Moi, en tant que mère depuis de nombreuses années, j'ai appris à rester toujours attentive à tout ce qui pourrait menacer les personnes que j'aime. Tu m'aimes vraiment? Plus que tout au monde, ma fille.
C'était la première fois que Juliette appelait Marianne « ma fille », et toutes deux ressentirent l'émotion du moment. À partir de ce jour, c'est ainsi que Marianne se référa à Juliette lorsqu'elle parlait à ses camarades à l'école. « Ma mère, Juliette a dit, je vais demander à ma mère Juliette. » Pour Richard, observer cette relation se développer était à la fois émouvant et révélateur. Il commença à réaliser que ses sentiments pour Juliette allaient bien au-delà de la gratitude pour le sauvetage de sa famille. Il y avait une profonde admiration pour sa force, son intelligence et sa bonté, et une attraction qui grandissait chaque jour de leur cohabitation. Le moment décisif arriva une nuit de mars, lors d'un orage typique de fin d'été. Marianne avait fait un cauchemar, un événement rare, mais qui se produisait encore occasionnellement, et courut dans la chambre de Juliette. Les deux restèrent à discuter jusqu'à tard, et lorsque la petite finit par s'endormir, Juliette la porta de nouveau dans sa chambre. Richard était dans le couloir quand elle sortit de la chambre de sa fille, et ils se rencontrèrent au milieu du chemin, éclairés seulement par l'éclat des éclairs qui entraient par les fenêtres. « Elle va bien ?» demanda-t-il à voix basse. « Oui, c'était juste un petit cauchemar. Bientôt, elle n'en aura plus. » Ils restèrent là dans le couloir pendant quelques secondes, conscients de la proximité physique et émotionnelle qui s'était développée entre eux. C'était Richard qui devait s'éloigner, retourner dans sa chambre, maintenir les distances sociales que la société attendait. Mais il ne put pas. « Juliette, dit-il, la voix chargée d'émotion, puis-je te poser une question ? » « Bien sûr. »« As-tu déjà pensé à avoir une famille à nouveau ? Un compagnon, peut-être d'autres enfants ?» Juliette le regarda dans les yeux, voyant une vulnérabilité qu'il montrait rarement. « Pourquoi cette question ? » Parce que je ne peux plus imaginer ma vie et celle de Marianne sans toi. Et ce n'est pas seulement de la gratitude, Juliette. C'est quelque chose de plus. » Le silence qui suivit était chargé de possibilités non verbalisées. Juliette ressentait la même chose, mais elle ressentait aussi le poids des différences sociales, éducatives et économiques qui les séparaient. « Monsieur Lefebvre, dit-elle enfin, vous êtes un homme merveilleux, et moi, j'ai aussi développé des sentiments que je ne devrais pas avoir. Mais nous venons de mondes différents. Les gens vont parler, vont juger. »« Parler, interrompit-il, s'approchant davantage. Penses-tu qu'après tout ce que nous avons traversé, je me soucie de ce que les autres vont penser? Tu as sauvé ma fille et m'as appris ce qu'est le véritable amour. Le reste n'est que du bruit. » Cette nuit-là, il n'y eut ni baiser, ni déclaration dramatique. Il n'y avait que la compréhension mutuelle que quelque chose avait changé définitivement entre eux, et qu'il faudrait du temps et des soins pour définir comment avancer. Dans les semaines suivantes, Richard commença à la courtiser de manière respectueuse, mais déterminée. Des fleurs apparaissaient dans sa chambre sans explication, des livres qu'elle avait mentionné vouloir lire surgissaient sur son bureau, et il trouvait de petites excuses pour passer plus de temps à discuter avec elle. Le premier rendez-vous officiel eut lieu en avril, un samedi après-midi, où Marianne passait la journée avec Madame Carmen. Richard invita Juliette à dîner au restaurant Le Gourmet, l'un des plus élégants de la ville, situé dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. « Je me sens déplacée ici », confessa Juliette, ajustant la robe bleu marine qu'elle avait achetée spécialement pour l'occasion. « Tu es magnifique, dit Richard sincèrement, et si quelqu'un ici a de la valeur, ce sont toi et moi. Le reste n'est qu'un décor. » Pendant le dîner, ils parlèrent de rêves, de projets futurs, et pour la première fois abordèrent ouvertement la possibilité d'une relation sérieuse. « Juliette, je veux être très clair sur une chose, » dit Richard, tenant sa main sur la table. « Si nous décidons d'aller de l'avant avec cela, ce sera en tant qu'égaux. Tu ne seras pas mon employé devenu petit ami. Tu seras la femme que j'ai choisie pour partager ma vie, avec tout le respect et l'admiration que cela implique. Et si ça ne marche pas? Et si nous découvrons que nous sommes très différents? Alors, nous ferons face ensemble, comme deux personnes matures. Mais Juliette, penses-tu vraiment que nous sommes différents, après tout ce que nous avons vécu ?» Elle sourit,
se détendant enfin. Non, je pense qu'en ce qui compte, nous sommes très semblables. La relation officielle commença cette nuit-là, mais elle resta discrète par respect pour Marianne et le processus d'adaptation de tous. La petite, cependant, remarquait le changement dans l'atmosphère et était visiblement heureuse de la proximité croissante entre les deux personnes qu'elle aimait le plus au monde. En mai, lors d'un dimanche après-midi dans le jardin, elle posa la question que tout le monde attendait. « Papa, tu vas épouser tante Juliette ?» Richard et Juliette échangèrent un regard, souriant. « Et si je me mariais, tu approuverais ?» demanda-t-il. « Bien sûr. Alors, elle serait ma vraie maman, pas seulement de cœur. » Et ainsi, avec la bénédiction de la personne la plus importante de leur vie, Richard et Juliette commencèrent à planifier un avenir qui, quelques mois auparavant, semblait impossible, mais qui maintenant se révélait comme le destin naturel d'une famille forgée non par le sang, mais par l'amour, la protection et le soin mutuel. Juin arriva, peignant Paris avec les couleurs vibrantes de l'hiver provençal, ciel bleu cristallin, air sec et température douce qui invitaient aux célébrations en plein air. C'était le mois de la fête de la Saint-Jean, une tradition que la famille Lefebvre n'avait pas célébrée depuis des années, mais que Juliette avait proposé de reprendre comme moyen de célébrer non seulement les traditions provençales, mais aussi le nouveau chapitre qu'ils écrivaient ensemble. Le jardin de la maison fut transformé en un véritable village de fête. Des banderoles colorées tendues entre les arbres, un feu de joie au centre du jardin entouré de troncs servant de bancs, des stands improvisés avec des plats typiques, et une petite scène où un groupe de musique folk de Béthime se produirait. Juliette avait tenu à cuisiner personnellement toutes les spécialités, crème de maïs, galettes de maïs sucrées et salées, nougatines croquantes, vin chaud épicé au gingembre et à la cannelle, et sa spécialité, pain de maïs à l'anis qui fondait dans la bouche. « Tante Juliette, puis-je porter ce costume traditionnel que tu as acheté pour moi ?» demanda Marianne, presque sautillant d'excitation. À 10 ans, presque 11, elle était devenue une petite fille sûre d'elle et rayonnante, avec des joues roses de santé et des yeux brillants qui reflétèrent le bonheur authentique de celle qui se sentait aimée et protégée. « Bien sûr, ma petite fleur, tu seras magnifique en paysanne, » répondit Juliette, ajustant un nœud dans les cheveux de la petite fille. La fête était prévue pour commencer à 7 heures du soir, mais depuis le milieu de l'après-midi, les préparatifs finaux animaient la maison. Richard, vêtu d'une chemise à carreaux, de bretelles et d'un chapeau de paille, aidait à organiser les tables et à tester le système de son. Il était impressionnant de voir à quel point il semblait un homme complètement différent, détendu, souriant, véritablement impliqué dans les détails domestiques qu'il déléguait auparavant entièrement aux employés. « Mon fils, tu es méconnaissable », commenta Madame Carmen, arrivant chargée de douceurs faites maison préparées dans sa cuisine. À 72 ans, elle conservait une énergie enviable et s'était révélée être la plus grande enthousiaste de la relation entre Richard et Juliette. « Je ne t'ai pas vu aussi léger depuis des années. C'est ce que l'amour fait avec nous, n'est-ce pas, maman ?» répondit Richard, regardant Juliette qui testait l'assaisonnement du vin chaud dans la cuisine. Elle portait une robe en coton bleu et blanc, les cheveux attachés en 2 tresses avec des rubans colorés, et un tablier brodé qui avait appartenu à sa propre mère. Les premiers invités arrivèrent ponctuellement à 7 heures, en plus de la famille de Juliette. Thiago avec sa nouvelle petite amie, Amanda avec son petit ami universitaire, et Joan qui avait amené 2 camarades de son cours technique. Étaient présents les associés de Richard, des cliniques médicales, quelques voisins de Montmartre, des camarades de Marianne de l'école et plusieurs personnes qui étaient devenues importantes dans leur vie au cours des derniers mois de reconstruction. Dr Robert Lefebvre, le psychologue qui avait suivi la thérapie familiale, arriva accompagné de sa femme et de ses 2 jeunes enfants. « Richard, Juliette, quelle joie d'être ici! C'est merveilleux de voir comment vous avez construit une famille authentique. » Commissaire François Dupont assista également, cette fois sans le poids professionnel de l'affaire qu'il avait enquêtée.
Juliette, ma chère, tu restes ma héroïne préférée, plaisanta-t-il en goûtant un morceau de galette de maïs. Et je dois dire que je n'ai jamais vu une affaire se terminer aussi joliment que celle-ci. La fête se déroulait naturellement lorsque, vers 9 heures du soir, arriva le moment tant attendu, mais qui n'avait pas encore été officiellement annoncé. Richard monta sur la petite scène improvisée et demanda l'attention de tous. « Merci à tous d'être ici avec nous en cette soirée spéciale, commença-t-il, visiblement ému. Cette dernière année a été, disons que c'était des montagnes russes pour notre famille. Nous avons traversé des moments très difficiles qui nous ont appris la valeur des personnes authentiques dans nos vies. » Juliette était au pied de la scène, tenant la main de Marianne, toutes deux soupçonnant ce qui allait suivre. « Je veux profiter de cette fête, entourée des personnes que nous aimons, pour faire une annonce très importante, » continua Richard. « Juliette Dupont, tu as transformé notre maison en un véritable foyer. Tu as littéralement sauvé nos vies, mais plus que cela, tu nous as appris ce qu'est l'amour inconditionnel. » Il descendit de la scène et s'agenouilla devant Juliette, sortant une petite boîte de sa poche. L'assemblée entière se tut. Seul le crépitement du feu de camp et une douce musique folklorique en arrière-plan se faisaient entendre. « Juliette, veux-tu m'épouser ? Pas parce que je suis riche ou que tu es pauvre, pas par gratitude ou convenance, mais parce que tu es la femme que je choisis pour partager toute ma vie dans les joies et les peines, comme égaux et compagnons. » Les larmes coulaient sur le visage de Juliette alors qu'elle regardait l'homme, agenouillé devant elle, puis Marianne, qui sautait de joie à ses côtés, et enfin toutes ces personnes qui étaient devenues sa nouvelle famille élargie. « J'accepte, » dit-elle, la voix tremblante. « J'accepte parce que tu m'as montré que le véritable amour ne voit pas de différence, il ne voit que le cœur des gens. » L'assemblée éclata en applaudissements, cris de joie et étreintes émues. Marianne courut pour les embrasser tous les deux, formant un cercle serré de famille, symbolisant l'union qui s'était forgée à travers les difficultés. La bague était simple mais élégante, un solitaire discret qui s'accordait parfaitement à la personnalité de Juliette. Richard avait consulté Amanda, la fille de Juliette, pour choisir quelque chose que sa mère porterait vraiment et apprécierait. « Quand aura lieu le mariage ?» cria quelqu'un dans la foule. « Le mois prochain, en septembre, » répondit Richard en souriant. « Nous voulons une cérémonie simple, ici même à la maison, pour célébrer avec ceux qui comptent vraiment. » La fête continua jusqu'à presque minuit, avec beaucoup de musique folklorique, de quadrilles improvisées et d'histoires racontées autour du feu de camp. Il était impossible de ne pas remarquer à quel point tous les présents étaient sincèrement heureux pour cette union. Il n'y avait ni cynisme, ni jalousie, ni jugement, juste la joie d'être témoin d'un véritable amour qui avait émergé des cendres d'une tragédie. Dans les jours qui suivirent la fête de la Saint-Jean, les préparatifs du mariage prirent possession de la maison de manière joyeuse et engageante. Juliette avait insisté pour une cérémonie simple, mais Richard tenait à ce qu'elle soit inoubliable dans les détails qui comptaient vraiment. La cérémonie était prévue pour le 15 septembre, exactement 1 an après l'anniversaire traumatique de Marianne, qui avait marqué le début de la fin du plan sombre de Victoire. C'était une façon symbolique de transformer une date douloureuse en une célébration de la vie et de l'amour. « C'est parfait », commenta Madame Carmen, lors d'une des réunions de planification. Nous transformons littéralement le jour le plus hanté de l'année dernière en le jour le plus heureux de cette année. La cérémonie aurait lieu dans le jardin de la maison, avec le père Jean-Claude, un jeune prêtre qui était devenu ami de la famille pendant les mois de rétablissement, officiant le mariage. Le même jardin où Marianne avait failli être empoisonnée lors de sa fête d'anniversaire serait maintenant le décor d'une célébration d'amour et de renaissance. Juliette choisit une robe en dentelle blanche simple, mais élégante, qui avait été faite spécialement pour elle par une couturière recommandée par Madame Carmen. Marianne serait la demoiselle d'honneur, portant une robe jaune claire qui s'accordait avec les fleurs qui décoreraient le jardin. Pendant les mois de préparation, il devint clair pour tous
que ce mariage ne représentait pas seulement l'union de deux personnes, mais la consolidation d'une nouvelle famille qui avait été forgée à travers un amour authentique, une protection mutuelle et le surpassement d'obstacles qui semblaient insurmontables. Marianne résuma parfaitement la signification de ce moment lors d'une conversation avec la psychologue de l'école. Maintenant, j'ai de nouveau une famille complète. J'ai papa, qui est redevenu affectueux avec moi, j'ai la tante Juliette qui va devenir ma mère officielle, j'ai grand-mère Carmen, et j'ai les frères de tante Juliette qui sont aussi mes frères. Et le meilleur de tout, personne ici ne ment ou ne fait semblant de m'aimer. Tout le monde m'aime vraiment. La veille du mariage, Juliette était dans sa chambre en train de peaufiner les derniers détails quand Marianne apparut à la porte tenant quelque chose dans ses mains. « Tante Juliette, je veux dire maman », dit la fillette, s'habituant encore à ce nouveau terme. « Je voulais te donner quelque chose. » C'était un dessin que Marianne avait fait représentant la famille. Richard au centre, vêtu d'un costume, elle-même d'un côté tenant sa main et Juliette de l'autre côté également main dans la main. Tous souriants, avec un grand cœur dessiné au-dessus de leur tête et la phrase « Ma vraie famille » écrite avec soin en dessous. « C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu dans ma vie », dit Juliette en serrant la fillette dans ses bras. « Et tu sais pourquoi? Parce que ça vient de ton cœur. » Le matin du mariage, le 15 septembre 2025, exactement 15 mois après cette première nuit où Juliette avait accidentellement renversé le verre de jus empoisonné, la maison de Montmartre se réveilla transformée. Le jardin était décoré de fleurs jaunes et blanches, tournesols, marguerites et roses, des chaises. Des fleurs blanches disposées en demi-cercle et un autel simple mais élégant, monté sous une pergola ornée de tissus flottants. À 4 heures de l'après-midi, avec le soleil de septembre créant une lumière dorée parfaite, Juliette marcha dans le jardin, en direction de l'autel où Richard l'attendait. Il n'y avait pas de marche nuptiale solennelle. Elle avait choisi une chanson de Légion Urbana qui parlait de trouver quelqu'un qui vous complète. Marianne marchait devant elle, répandant des pétales de roses blanches sur le chemin. La cérémonie fut simple, émouvante et profondément significative. Père Jean-Claude parla de la façon dont l'amour véritable surgit souvent des situations les plus inattendues et comment la famille se construit non seulement par les liens du sang, mais par les liens du cœur. « Richard et Juliette, dit-il pendant l'homélie, vous nous montrez que l'amour ne connaît pas de barrières sociales, économiques ou éducatives. L'amour authentique ne voit que le cœur, la bonté, le courage d'une personne, et vous avez trouvé cela l'un dans l'autre. » Lorsque vint le moment des vœux personnels, Richard parla le premier. « Juliette, tu es apparue dans nos vies comme un ange gardien déguisé en cuisinière. Tu as sauvé ma fille, m'as sauvée, et nous as appris qu'une famille se construit avec amour, soin et protection mutuelle. Je promets d'être ton compagnon dans toutes les joies et les difficultés, de te respecter toujours comme mon égal, et de t'aimer pour le reste de ma vie. » Juliette, les larmes aux yeux mais la voix ferme, répondit. « Richard, tu m'as donné la chance de recommencer et m'as montré que je suis capable de bien plus que je ne l'imaginais. Je promets de prendre soin de toi et de Marianne avec tout mon amour, d'être ta compagne fidèle, et de construire avec toi une famille basée sur la vérité, l'affection et la protection de ceux que nous aimons. » Lorsque Père Jean-Claude les déclara mari et femme, et que Richard embrassa Juliette sous les applaudissements émus des présents, Marianne cria « Maintenant nous sommes une vraie famille !» La fête qui suivit fut exactement comme il l'avait rêvé, intime, joyeuse, pleine de plats, faits maison, préparés par Juliette avec l'aide de Madame Carmen, de bonne musique et de personnes qui les aimaient sincèrement et célébraient cette union. Vers 10 heures du soir, lorsque la fête commençait à se calmer, Richard, Juliette et Marianne s'assirent sur la balançoire du jardin, celle où la petite fille avait l'habitude de jouer avant que tout le cauchemar ne commence.
Vous savez quelle est la meilleure partie de tout cela, dit Marianne, blottie entre eux. C'est que maintenant, quand je raconterai aux gens ma famille, ce sera tout vrai. Mon père qui m'aime, ma mère qui me protège, ma grand-mère qui me gâte, et mes frères qui jouent avec moi. Richard et Juliette échangèrent un regard par-dessus la tête de la petite fille, tous deux pensant au parcours incroyable qui les avait amenés jusqu'ici. D'une nuit sombre de juillet, lorsqu'une cuisinière suivit son intuition maternelle et sauva un enfant d'un destin terrible, jusqu'à cette nuit lumineuse de septembre, lorsqu'une vraie famille célébrait non seulement un mariage, mais le triomphe de l'amour sur le mal. « Et tu sais quoi d'autre ?» continua Marianne en bâillant. « Maintenant, je peux dormir tranquille toutes les nuits, parce que je sais que vous deux êtes là pour me protéger. » Cette nuit-là, après que Marianne se soit couchée, Richard et Juliette restèrent sur le porche à discuter de l'avenir. Ils parlèrent de leur projet d'agrandir la famille, peut-être adopter un enfant qui aurait besoin d'amour, de l'idée de transformer une partie de la maison en un foyer temporaire pour des enfants en situation de risque et de la manière d'utiliser l'expérience douloureuse qu'ils avaient vécue pour aider d'autres familles. « Tu sais que notre histoire va inspirer beaucoup de gens, n'est-ce pas ?» dit Richard tenant la main de sa désormais épouse. « Je pense que la leçon la plus importante est que l'amour véritable ne voit pas la position sociale, le solde bancaire ou le diplôme, » répondit Juliette. « Il ne voit que le caractère, la bonté du cœur et la capacité de protéger ceux que nous aimons. Et que parfois, les anges viennent déguisés en cuisinières. » Du jardin venait le parfum des fleurs qui avaient orné le mariage, mêlé à l'arôme de la terre mouillée par la fine pluie qui avait commencé à tomber. C'était une fin parfaite pour une journée parfaite, marquant non pas la fin d'une histoire, mais le début d'une nouvelle vie pour une famille qui avait découvert que l'amour véritable se construit non pas avec de belles paroles ou des promesses vides, mais avec des gestes de protection, de soins quotidiens, et le courage de faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. 15 mois après cette première nuit de juillet, lorsqu'une cuisinière avait suivi son instinct maternel et empêché une tragédie, la maison de Montmartre abritait non seulement une famille reconstruite, mais un exemple vivant que l'amour authentique trouve toujours un chemin pour triompher des ténèbres.